de me dire que j'entreprends, je me posais la question, c'est quoi le plus grand risque là que je prends, tu vois? Et quand je te pose cette question-là, je vais pas mourir, quoi, tu vois, c'est rien. Donc j'essaye et ça marche Faut pas, relativiser, hein. si. Mais moi, je voyais toujours les bienfaits et même, par exemple, contre des mauvaises actions, par exemple de la violence ou des mauvaises actions envers moi, je peux me défendre encore mieux avec l'amour. Moi, c'est ça ma philosophie. Hello, bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça, je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéale et réaliser leurs grands rêves. On croise de nombreuses personnes au quotidien. Et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves? Moi, je suis prête. Et toi? Let's go! Hello Anita. Hello Jade. Bienvenue dans le podcast Pourquoi t'as fait ça? Je suis heureuse de te recevoir dans ce podcast. En plus, tu es la première du coup à être venue vers moi alors qu'il y avait que quelques épisodes. Donc merci pour ta confiance. C'est très cool que ce projet qui m'est très personnel résonne chez d'autres personnes. Et quand du coup on en a parlé, je trouvais que ton histoire pouvait parler à beaucoup de personnes. Donc c'est avec un très grand plaisir que je t'accueille sur le podcast. Ouais, merci beaucoup. Ma première question, du coup, c'est tout simplement te présenter. Qui tu es, Anita? Dis-nous ce que tu fais aujourd'hui. Voilà, fais découvrir un peu aux auditeurs qui tu es. D'accord. Alors moi, je m'appelle Anita, j'ai 35 ans, je vis en région Rhône-Alpes, donc à la montagne, juste à côté de la frontière suisse, du côté de Genève. Ça fait bientôt 7 ans que j'ai changé de région. En fait, je suis quand même issue de la région Île-de-France. Actuellement, je suis entrepreneur. Donc, j'ai lancé ma société en mai 2021, spécialiste en aménagement d'intérieur. Donc, j'ai pu, depuis mai 2021, travailler sur différents types de projets, en particulier les investisseurs immobiliers, pour les aider à créer l'aménagement intérieur des biens qui seraient mis à louer. J'ai aussi accompagné, bien sûr, beaucoup de particuliers pour les aider à améliorer leur intérieur. Et depuis peu, j'accompagne aussi des professionnels dans leur espace commerciaux ou leur espace nomade pour se présenter auprès de prospects et clients. D'accord, ok, très clair. Et comment tu es venue du coup à l'aspect décoration d'intérieur comment ça s'est arrivé dans ta vie en fait? Alors, avec le recul et avec toute l'analyse de ce que j'ai créé, j'ai su que en fait, c'était quand même en moi depuis l'enfance, à travers la façon de vivre avec mes parents et en particulier mon papa, qui avait l'art de bouger les meubles tout le temps. Et en fait, du Excellent. coup, voilà, on n'avait jamais le même intérieur. Il essayait toujours d'améliorer nos espaces de vie. Et on n'avait pas forcément de grands moyens. Donc, ça a été souvent avec les moyens du bord et du bricolage de droite à gauche. Mais il essayait toujours de bien faire. Donc, j'ai grandi dans ça, dans le fait de changer toujours mon intérieur. Et en ayant eu après mes propres logements, j'ai vu que j'étais pareil que mon père. Après, ça, c'est personnel, mais parce que c'est un sujet du coup qu'on aime beaucoup aborder avec mon père, réfléchir ensemble, on regarde à droite à gauche dans les pièces et puis on bouge tout. Donc même quand il vient chez moi, on a ce côté-là de vouloir améliorer mon intérieur ensemble. Donc ça, c'est vrai que je sais que ça vient de ça. Mais personnellement, enfin professionnellement plutôt, ensuite mon parcours a fait que c'est venu vite dans mes compétences parce que mon premier CDI après être sorti de mon BTS Management des unités commerciales en 2007, ça date, j'ai fait mon premier CDI chez Castorama La Défense. Je sais pas si on peut nommer des enseignes, mais Oui. voilà, j'ai pas forcément à polémiquer ou autre sur Casto. C'était ma première belle expérience, un premier CDI. Et j'étais au rayon déco. Donc du coup, j'ai pu aussi découvrir tout ce qui était peinture, mais aussi tout ce qui dans la déco, il y a tout ce qui est aménagement des fenêtres, les rideaux, les stores. J'ai pu
aller en formation à Calais, dans le nord de la France. C'était la première fois, premier CDI, et puis je vis déjà des déplacements pro pour être formée et tout. Donc c'était une bonne entreprise. Et ensuite, j'ai voulu changer parce que je suis quelqu'un qui peut vite me lasser et qui a besoin de renouveau. Donc, D'accord. 1 an de CDI. Après, j'ai voulu tester autre chose pour voir. Et ça a pas été, enfin, ça a pas confirmé en moi une envie de changer d'univers finalement. Donc, je suis vite retournée dans l'univers de l'aménagement intérieur. Et donc, entre-temps, j'ai fait de la téléphonie, j'ai fait du, pas du fast-food, enfin, si du fast-food, on va dire, avec, en étant barista. Voilà. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et puis d'un coup, j'ai travaillé dans une grande enseigne suédoise, spécialiste en ameublement. Et du coup là, ça a été 10 ans de ma carrière. Donc forcément, D'accord, ok. gros Ouais. développement. J'ai toujours été dans la vente. Mhm. Mais bien sûr, avec cette passion qui était déjà ancrée en moi depuis l'enfance, et cette possibilité de découvrir vraiment cet univers en profondeur en vendant chaque élément pour les intérieurs d'un grand nombre de personnes, forcément, bah, j'ai développé plein de connaissances, plus des formations que j'ai pu acquérir aussi au sein de l'entreprise. Et personnellement aussi, ensuite, j'ai décidé de pousser la formation. D'accord, ok. Donc là, tu t'évoques pas mal de formations au sein du coup, des entreprises que tu as intégrées. Mm. Est-ce que avant, pendant tes études, du coup, tu avais fait des études liées à ça ou Pas du pas du tout? tout. Ouais, rien à voir. Alors, faut savoir que mon parcours à l'école, j'ai grandi dans le 78, d'abord dans la ville de Chanteloup-les-Vignes. Et ce qu'on voyait plutôt comme une ville, un peu le quartier, etc. Donc on va dire que je suis un peu issue de comment on dit ça, des quartiers populaires, de un peu la Mm. cité comme on va dire. Ouais, ouais. Et après en cinquième, ça c'était en sixième, et en cinquième je suis passée à Conflans-Sainte-Honorine, toujours le 78 les Yvelines, mais qu'on nommait plus comme une ville un peu plus huppée, etc. Et moi j'ai eu un premier choc à l'école du différence de niveau euh, au sein des établissements selon Mm. la ville. Et ça a été un premier choc personnel et de personnalité aussi parce que j'ai pu révéler en fait ce côté où j'aimais pas trop l'injustice et que je trouvais pas ça normal et je subissais ses conséquences parce qu'en sixième par exemple à Chanteloup j'avais des super notes, j'avais 20 sur 20, je me visualise, ça m'ouvrait à visualiser quelque chose de plus grand. Et Mhm. j'arrive à Conflans et je suis traumatisée parce que j'ai pas des félicitations comme j'avais l'habitude. J'ai des notes très moyennes et je comprends pas en fait en tant qu'enfant de 14 ans. C'était pas simple. Et du coup voilà, ça m'a fait après me rendre compte que dans le système scolaire, même si moi j'aimais l'école, il fallait que je réfléchisse à mon orientation, mais que je savais pas où aller en fait. Donc j'ai fait quelque chose Mm. de plutôt général. J'ai fait une seconde générale, là aussi très difficile à Conflans, mais j'étais dans un bon lycée, donc j'ai fait ma seconde. À la base, je voulais faire un bac S. Je me voyais plus dans les trucs scientifiques. Et D'accord. finalement, j'ai choisi comment on dit, c'était comment à l'époque, un profil, je sais pas comment ils appelaient ça. C'est pas professionnel, mais c'est technologique, voilà. Ah oui. Donc, Mm. j'ai fait un bac informatique et gestion. Donc, à la base, j'aimais trop l'informatique, créer des algorithmes, les macros et tout, c'était mon truc. Et Mm. sauf qu'il y a eu une polémique dans notre classe que c'était des métiers qui étaient plus liés aux hommes. Et du coup, il fallait qu'on regarde quand même dans l'orientation. Si vraiment on voulait plus tard avoir un métier et avancer, eh ben, peut-être regarder les possibilités après le bac autres que l'informatique. Ça, c'est mon expérience que j'ai eue personnelle. C'est pas une vérité absolue, hein, j'en sais rien. Peut-être que Mhm. c'était pas le cas. Mais moi, c'est comme ça que j'ai grandi avec cette idée. Et du coup, j'ai pas poursuivi dans le BTS informatique. Pourtant, D'accord. j'étais plutôt, Ça t'a mis une barrière en ouais, fait. ça m'a mis une certaine barrière et mis des doutes. Et déjà, comme je te l'ai dit, depuis le collège, j'étais perdue dans ce côté orientation scolaire. Que c'est comme si j'avais perdu confiance en fait selon les établissements, etc. Donc, je savais pas trop où m'orienter. Et là, avec cette polémique l'informatique, c'est pour les garçons, les geeks, etc. Ben moi, Mhm. j'ai pris la voie du BTS Management des unités commerciales. Et donc ça, c'est plutôt ouais, ciblé management. J'ai fait de la gestion. Il y avait plus de mathématiques, il y avait de la gestion, de D'accord. la compta un peu. Enfin, c'était du commerce, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, moi qui ai lancé ma boîte en 2020,
2021, pardon, ça m'a permis de me rendre compte que mon BTS ne m'a pas servi à rien quand même. Le fait Ouais. d'être allée à Mais l'école, voilà. à l'époque, c'était un peu par dépit. C'était pas un vrai choix en C'était pas fait. un vrai choix, c'était plutôt un choix encore pour moi général et je voulais en fait normalement poursuivre après le BTS, faire une licence qui serait plus spécifique pour voir un peu ce que je préférais, mais malheureusement moi j'ai pas eu mon permis jeune et la voie d'après, je voulais faire du B2B, donc du commerce entre entreprises et il fallait avoir le permis, etc. Donc j'arrivais pas à trouver d'entreprise qui me prenait par rapport à D'accord. ce défaut sur mon CV. Et du coup, j'ai trouvé le CDI à Casto. En fait, j'ai fait Ok. un salon pour l'emploi à Paris, là, salon de l'expo, et j'ai Oui. trouvé Casto, mon premier CDI. Et puis, au final, quand on commence à travailler, à un moment donné, l'indépendance arrive et voilà. C'est difficile Oui. de reprendre ses études. C'est clair, c'est clair. Et puis après, on trace aussi son chemin d'une autre manière parce que il n'y a Voilà, pas que les études et je pense que c'est on le voit ça, très bien dans ton parcours où exactement. tu as pu te former par la suite Mm, sans que ce soit à c'est vrai. l'école. Et je te rejoins. Enfin, ça me parle beaucoup quand tu dis la différence entre les villes, parce que Mm, moi, je l'ai eu aussi tu ça. l'as vécu? Mm, Ouais, j'ai vécu le fait justement d'avoir des super notes et d'être excellente pendant mes études. Donc, du coup, j'étais dans le 91 et du coup, pleine d'assurance à la voilà. fin. Donc, ça, c'était même au lycée. Hein. Moi, j'ai eu le collège et le lycée. Je voulais postuler dans une grande école parisienne, etc. Et je me suis pris une grosse claque 2 fois parce que j'ai retenté le concours 2 fois. Une grosse claque 2 fois parce que en fait, j'avais pas du tout le niveau, Tu vois? mais je me rendais pas compte que j'avais pas le niveau parce Bah, que mm, forcément, les niveaux n'étaient pas équivalents dans toute l'Île-de-France, donc forcément mm, un peu compliqué. Mais après, comme les études, ben, je pense que quand on a cet âge-là, quand on est jeune, c'est une déception et puis c'est une incompréhension de savoir mais comment je vais faire. Et quand on a le recul là maintenant à nos âges, en fait l'école c'est une toute petite partie de la vie mm. et au final on a tellement à apprendre après que ça détermine pas du tout ce qu'on va faire et où on va aller et heureusement. Ouais, c'est vrai. Et puis, même si, enfin, toi aussi tu l'as vécu, moi je trouve que je pense qu'on n'est pas les seuls et j'espère que ça parlera aussi à Mm. d'autres personnes. Mais personnellement, moi je trouve que ça a eu un impact sur moi, sur ma personnalité et sur une certaine affirmation de moi, etc. Et avec le recul en grandissant, etc., forcément, moi ça me parle quand même du fait que j'ai compris finalement à quoi servait vraiment l'école et pas simplement le cursus ou autre. C'était plutôt Mm. ben, la façon de réfléchir, Mm. la façon de résoudre des problèmes. J'ai pu prendre avec le recul. Et moi qui aimais bien l'école aussi, donc forcément, souvent quand on est jeune, on se dit à quoi ça sert d'apprendre ça. Effectivement, je me rappelle de pas grand-chose dans les détails de ce que j'ai appris à l'école. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai quelque chose à résoudre, bah, je dois utiliser des choses que j'ai développées à l'école. Je pense que ma vie reflète aussi certainement mon parcours de vie, reflète cette expérience que j'ai eue de passer d'une ville à une autre avec un niveau différent et de subir tu vois, c'est quand même un choc quand on a oublié, mais moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et ce choc-là d'injustice, moi, je trouve, parce que c'est pas parce qu'on est dans une ville qu'on doit être Oui, élevé différemment. Donc, ça brise des chances et c'est quand même quelque chose qui me donne envie aujourd'hui de combattre ça et de me dire, OK, on m'a pas permis d'avoir des bases concrètes au même niveau que d'autres, mais je vais pas lâcher en fait. Et mm, pour l'exemple du collège, moi qui l'ai vécu dès le collège, en cinquième, bah en fait, ok premier conseil de classe j'ai eu blanc, mais après j'ai eu des encouragements en fait, parce que mm, j'ai affirmé ce que j'avais découvert, j'ai combattu ça, j'ai toujours fini par être finalement moyenne et pas excellente comme je l'avais été. J'ai fini aussi à apprendre à accepter ça, ne pas vouloir toujours être dans les meilleures notes. Le plus important, c'est l'engagement que j'y mets, ce que j'en ressors, avec quoi je ressors et qu'est-ce que ça m'a appris en fait. Et c'est pas forcément d'avoir eu 20 sur 20 comme j'étais fière mm. en sixième, alors que peut-être ça m'aurait changé de personnalité de rester que dans ce côté où j'arrive tout est trop facile. Donc je le prends bien en fait. Je le prends bien avec le recul, c'est Ouais, ça plutôt. ouais, avec le Je recul, l'ai c'est mal ça, ouais, vécu petite, mais ça m'a ça te forgé. construit
Bah, de toute façon, en fait, on est obligé de composer avec. Mm. Donc, au final, je Faut pense trouver que... ses défenses. C'est ça. Ouais. Et puis, il y a une forme de résilience qui se crée, je pense, dans tout être humain où, bah, du coup, tu es confronté à certaines difficultés, quel que soit le niveau de difficulté. Et puis, voilà, tu composes avec et tu te construis avec. Et aujourd'hui, ça te sert, entre guillemets. Clairement. Et en tout cas, tu as trouvé le moyen de t'en servir. Et ça, c'est plutôt cool. Mm. Et du coup, donc, tu nous disais que c'est dans les différentes entreprises dans lesquelles tu étais que tu t'es formé et tu as tout de suite été dans cet aspect du coup, aménagement intérieur, déco, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup de l'expérience de 10 ans où du coup tu as pu évoluer comment tu décrirais la personne qui est rentrée du coup dans cette enseigne et au bout de 10 ans la personne que tu es devenue à travers cette expérience. Oui, alors avant cette expérience, je me rappelle, j'avais fait comme un abandon de poste chez SFR, parce qu'en crise de nerfs, j'étais partie et je m'étais dit, je reviens plus. Et c'était sur les Champs-Élysées à l'époque. Et là, je prends le train, le RER A pour aller à Cergy. J'habitais à Cergy à l'époque. Et je tombe sur une fille que je connaissais par rapport à une autre amie à moi qui est comme ma grande sœur et qui me voit dans cet état de crise, de larmes et tout. Et elle me dit que son chéri il travaille dans cette enseigne et que je devrais y postuler, qu'elle me verrait bien là-bas. Mais moi, j'avais déjà vécu l'expérience de Castorama, que j'avais aimé, hein, ça restait dans mon cœur, mais j'avais décidé de vivre d'autres expériences. Donc, j'étais pas forcément focus sur le domaine, en fait, même si je l'aimais Mmh. bien. Ok. Mais après, effectivement, l'enseigne, c'était sympa. Tout le monde aimait bien cette enseigne. Donc, et puis j'étais là, d'un coup, j'avais pris la décision. Moi, d'habitude, je démissionnais toujours. D'abord, je cherchais un nouveau travail, et ensuite, je démissionnais parce que j'étais déjà livrée à moi-même avec à payer des loyers et tout. Donc, je pouvais pas faire comme je voulais. Depuis que j'ai 18 ans, je suis plus Est-ce que chez mes parents. Ah oui, Ouais, c'est ça. J'allais te demander ouais, on ton n'a âge pas du dit coup à ça. cette époque. Ouais. Ouais, alors à cette époque-là, j'ai 21. J'ai à peu près 21 quand je commence SFR. Enfin, en gros, Ikea, non, j'ai dit le nom. Ikea, j'ai commencé en, euh, en octobre 2010. Donc j'avais 23 ans. Ok. Donc je suis jeune. J'ai eu mon BTS à 20 ans, donc je suis jeune en fait. C'est vraiment le début de mes expériences. Ouais. Et du coup, bah, elle me dit qu'il travaille là-bas et tout. Il faut postuler en ligne. On est en 2010, mais c'est déjà, on fait que le digital. On postule en ligne. On peut pas faire un CV direct et tout. Donc déjà, j'aime bien l'approche et on m'appelle. Et puis là, euh, j'y vais. Mais pour revenir à la question, c'est que les 2 premières semaines chez Ikea, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ce travail? C'est trop Ah dur. ouais. J'avais mal partout. J'avais mal partout. Ah Je, oui, parce que tu me disais en off que c'est un métier physique. C'est physique et mon premier Ouais. rayon c'était l'art de la table. Donc c'était les assiettes, les verres, porter des packs d'assiettes et tout, c'est trop physique. Et moi avant je travaillais chez SFR, je vous ai dit j'étais dans les bureaux, je faisais du SAV, c'était chouette, on était habillés en tenue professionnelle de l'enseigne. Voilà, rien à voir. Hein. Et du coup là Ouais. j'arrive d'un coup chaussures de sécu tous les jours aux pieds, je pousse des palettes, je deviens une Ah oui. bricoleuse quoi. Je trouvais que c'était d'un coup radical. Donc les 2 premières semaines même je maigrissais. C'était vraiment comme si je faisais du sport d'un coup. Mm. Donc franchement, mais c'était un CDI, donc je persévérais hein, dans ma tête, mais sur le coup, je craquais un peu Tu les t'es 2 premières semaines. accroché. Je me suis accrochée et en Mm. fait, moi, je suis quelqu'un, même quand j'étais chez Casto, c'est la même chose, c'est que je suis ambitieuse. Donc, vu que j'ai fait des études quand même si j'ai quand même fait jusqu'à mon bac+2 en management des unités commerciales, donc le côté dans l'entreprise et tout, ben, Mm. ça me parle. J'ai envie d'être manager vu que j'ai étudié le domaine, je sais motiver une équipe, ça m'excitait un peu de vouloir exercer ce que j'avais appris. Donc, à chaque fois que je rentrais dans un travail, c'était la vente, vendeuse, mais je leur disais toujours que mon ambition, c'était d'évoluer. Donc, chez Casto, Mm. c'était dans l'ambition, même si après, je me rappelle pas très bien, mais c'était mon premier CDI, et comme je vous ai dit, je me lassais vite. Peut-être que je suis restée trop longtemps dans la même zone, j'en sais rien, mais j'étais Mm. jeune. Donc, Ok. Ikea, c'était plus réfléchi, et j'y allais dans une ambition d'évoluer, en fait, d'avancer. Et c'est tellement une belle enseigne, dans plusieurs enseignes suédoises, c'est comme ça, il y a une certaine philosophie, des valeurs, etc. Donc, ça collait vachement à ma personnalité, qui est quelqu'un d'entier, avec des valeurs aussi, remplies d'amour, le côté familial, tout le monde se tutoie. C'est quelque chose qui finalement me faisait m'accrocher. Et quand on regardait l'exemple autour de nous, il y en a plein, même des étudiants qui avaient commencé chez IKEA et finalement ça faisait 10 ans qu'ils étaient là. Et Mm. on se rend pas compte qu'on va rester autant.
Et du coup, je me suis laissée prendre au jeu et j'ai eu l'opportunité de changer au fur et à mesure de rayon. Donc forcément, ça m'a épanouie de découvrir D'accord. d'un endroit à l'autre et j'ai évolué très vite. Tu vois, le truc de petite fille qu'on aimait bien, de réussite et d'être un peu les meilleurs dans ce Oui. qu'on entreprenait. Ben, j'avais ça aussi chez Ikea, ça veut dire qu'à l'art de la table, au début, c'était difficile, mais je me suis vite formée à l'ordinateur pour avancer et faire d'autres tâches. Donc, ils étaient tous éblouis par mon côté autodidacte, qui avançait, qui en voulait, Oui. etc. Donc, ça m'a ouvert quand même l'opportunité aussi d'être voulu par d'autres responsables dans d'autres zones pour développer les rayons. Et Ok. effectivement, j'ai décidé de ne pas évoluer de manière verticale, mais j'ai compris chez Ikea aussi qu'on pouvait évoluer de manière horizontale et qu'on n'est pas obligé de forcément passer responsable pour évoluer et développer ses compétences. Et c'est pour ça que moi, d'abord, j'ai visé, avant même toute autre évolution verticale, de plutôt évoluer horizontalement en touchant D'accord. à toutes les zones et me sentir polyvalente. Voilà, c'est ça. Ok, ok, super. Et du coup, ça, à chaque fois que tu changeais de zone, c'était des formations par rapport à la zone que tu prenais, etc. Donc, t'accumulais au fur et à mesure comme ça des Des connaissances. connaissances et t'enrichissais tout ce côté-là qui, j'imagine, aujourd'hui te sert énormément Clairement, dans ton entreprise. clairement. Et du coup, c'était Ikea, une école, quoi. Voilà, c'était ma grande école. Moi, je me nomme souvent le bébé Ikea parce que de 23 ans à 33 ans, c'est quand même une grosse période Eh d'une ben oui. vie et un gros moment où on évolue. Et c'est passé vite, en fait. Et voilà, c'est juste que je suis passée d'un pays à un autre aussi. Donc, moitié-moitié, 5 ans, 5 ans. Et ça D'accord. aussi, ça a été encore, je pense qu'on va en parler, mais quelque chose qui a été marquant dans mon parcours, dans l'entreprise, mais aussi personnel. Et honnêtement, c'est vraiment dans ce deuxième pays, dans ce changement-là, où j'ai vraiment pris conscience, clairement, que mon métier avait une forte valeur. En étant juste vendeuse chez Ikea, Mmh. on peut dire juste, mais moi, j'ai pu, à travers justement toutes ces connaissances acquises, et après aller plus loin dans cet autre pays où j'ai pu être formée vraiment au domaine de l'aménagement intérieur spécifiquement pour former la vente, là, j'ai compris l'impact de mon métier, l'impact de l'aménagement intérieur, et là, ça a changé ma vision des choses. Mais donc D'accord. c'était tard, hein. Ouais, Mais c'était tard. ça a pris du temps, mais en même temps, tu as Ouais, commencé très jeune. ouais, Donc c'est au ça. final, ça a pris du temps, mais J'étais enfin, jeune quand même déjà. ça paraît normal, ouais, ça me Mm, paraît normal. mm. Donc du coup, au bout de 5 ans, tu as décidé de déménager, de Alors changer de décider, c'est pays. un grand mot, hein. Ah, On peut dire oui, j'ai qu'est-ce qui s'est décidé. passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Alors du coup j'ai été 5 ans dans un magasin Ikea dans le 95 et j'avais une responsable une année avant que cette histoire arrive qui était dans le magasin, ma responsable. On s'entendait super bien, elle voyait mon potentiel, etc. Et elle a été mutée justement en Suisse, donc à Genève. Et du coup, dans ce magasin-là, il y avait des opportunités d'emploi pour des vendeurs. Et du coup, elle m'a juste demandé, est-ce que ça t'intéresserait de changer de pays pour travailler? Est-ce que tu serais prête à le faire et tout, s'il y a une opportunité qui s'ouvre à toi? J'ai dit oui. Pour moi, c'est comme si je pouvais pas dire non. Hmm. C'est pour ça que quand on me dit t'as décidé, ben en fait, c'est vrai que c'est une décision. C'est plus les autres qui m'ont fait me rendre compte de ce que je faisais, mais moi, je me disais que j'avais pas le choix. Pourtant, on a toujours le choix. Mais le fait que je me suis dit ça, ben, ça m'a mis en action de tout démener pour arriver à bien vivre ce changement-là. Voilà. Hmm. C'est pas le choix dans le sens, tu pouvais pas J'ai- manquer cette opportunité? Non, mais Ou parce tu que te... c'était plutôt que j'ai pas cherché cette opportunité. Justement, ben Hmm. souvent c'est l'opportunité te tombe dessus. Est-ce que tu la prends ou pas? Mais je veux dire, c'était pas dans mes ambitions. J'étais vraiment une fille de l'Île-de-France. Je savais même pas qu'en Suisse on gagnait mieux en termes de salaire. C'était pas quelque chose que j'avais visé et je savais qu'elle partait là-bas cette chef, mais je me suis pas du tout projetée dans cette idée et c'est passé très vite. C'est-à-dire qu'elle m'a parlé de ça, je sais pas moi, en novembre 2015 et en décembre j'ai eu un entretien, une journée, j'ai dû prendre le train Paris-Genève dans la même journée pour aller faire un entretien dans un Ikea, voilà, à 3 heures de chez Ouais, moi en train et je rentre et après ils me disent que si c'est ok, tu commences dans 2 semaines. Donc c'était vraiment quand même un peu stressant comme décision à prendre. carrément. Mais vu que moi j'aime bien, à la base je suis une voyageuse, j'aime bien voyager depuis que je travaille et que j'ai des vacances, j'essaye d'entretenir le fait de profiter de voyager dans le monde. Donc j'ai l'esprit ouvert sur plein de choses quoi. Et là je me disais c'est bien de changer de pays. Et mon habitude quand je voyage c'est de découvrir le pays dans lequel je vais aller. Et j'ai fait ça vite en fait. J'ai étudié la Suisse, j'ai compris l'histoire des cantons
Et j'ai étudié le fait d'être frontalière, qu'est-ce que c'était. Je connaissais Oui. pas en fait. Donc c'était plutôt, D'accord. j'ai dû faire une étude rapide de ce que c'était. Et pour moi, là, à ce moment-là, je me suis dit, mais si je le fais pas, c'est trop dommage. En plus, je peux le faire parce que j'étais en coloc à ce moment-là, donc c'était plus facile de quitter l'Île-de-France. Ah oui, Donc ok. si j'avais mon appartement le vider, voilà, c'était encore plus de problèmes. Mais là, j'étais avec quelqu'un qui a accepté que je sorte du bail de colocation. J'ai pu laisser quelques affaires et les prendre après. Donc j'ai pris mes D'accord. habits, mes trucs. C'était quand même pas si compliqué, je trouve, même si c'était Ok. un acte à mettre en place. Mm. Mais du coup, t'as pas eu des craintes par rapport, tu vois, à toute à la vie que t'avais en Île-de-France? Les gens, tu vois, parce que de partir comme ça, moi, ce à quoi je pense tout de suite, c'est ah ouais, mais les gens que je connais, j'ai pu pouvoir les voir aussi facilement, ma famille, etc. Tu vois, est-ce qu'il y a eu Ouais, cette franchement, réflexion-là et tout? c'était pas facile. Et j'ai quand même eu le soutien de ma famille. Un de mes grands frères, pour lui, il observait ma vie et il voyait que j'étais la sœur et la fille de la famille hyper généreuse, que je vous ai dit, j'ai eu mon permis tard, mais dès que j'ai eu mon permis, j'étais le taxi à tout le monde, je rendais des services tout le temps. Quand je suis arrivée en Suisse, ça faisait à peine, j'étais à la fin de mon A, là, qu'on met sur la voiture, la fin Oui, d'apprenti. oui. Donc, mon grand frère, lui, il me poussait, il disait, moi, si j'avais une opportunité comme ça, je le ferais. Là, c'est vrai que j'ai construit ma famille, mais si je pouvais même embarquer ma famille dans une aventure comme ça, je le ferais. Fais-le, il me poussait, il avait, juste avant que je parte, du coup, on me demandait plein de services et tout. J'étais déjà débordée par mon départ et Mm. mon frère, il avait fait une gueulante auprès de ceux qui me sollicitaient en leur disant, laissez-la tranquille, heureusement qu'elle s'en va et tout. Donc, c'est vrai que j'étais encouragée. D'accord. Après, c'était pas simple. J'étais quand même, ça m'a fait une déchirure. J'étais jamais partie. En fait, je suis née dans le sud de la France, mais j'étais Mhm. toute petite quand je suis arrivée à Chanteloup-les-Vignes, là, comme je l'ai dit. Je parlais à peine, quoi. Peut-être si, hein, je parlais un peu, mais j'avais l'accent du sud quand j'étais petite. D'accord. Et, et en fait, après, j'ai grandi en Île-de-France. Donc, forcément, j'ai, c'était une déchirure quand même dans le cœur, parce que je me disais, là, je change de vie. C'est pas juste un voyage. C'est pas comme les vacances. Donc, Oui, et puis oui, et puis tu vas aussi en mode solo solo, et dans un inconnu pays et que tu tout. connais pas, Et je vivais en etc. coloc, donc je vivais pas seule. J'avais vécu seule avant, et après on a pris cette décision de vivre ensemble avec une amie à moi. Ok. Et en fait, en même temps, ça faisait 4 ans qu'on était en coloc. Donc il y a eu plein de paramètres qui m'ont fait me dire, l'univers te donne vraiment une opportunité de Hmm. changer les choses et d'avancer vers un autre chemin. C'est le moment. Donc ça faisait 4 ans, on a quand même vécu 4 ans en coloc, ça s'est super bien passé. Mais il y a bien une fin à tout. On ne pouvait pas faire à la vie et à la mort de la coloc. Ok. C'était la possibilité. Il y avait aussi son copain qui était aussi un peu finalement maintenant dans notre coloc. Et du coup, bah, ça tombé bien. C'est que ils pouvaient maintenant bénéficier tous les deux de l'appartement entier. En plus, je l'avais eu avec le 1% patronal de chez Ikea. Donc, juste Ah, même pas ok. un an avant. Donc, j'ai vécu dedans que même pas un an, dans cette coloc-là. Parce qu'avant, on avait un autre appart. On avait pris celui-là. Et moi, je pars et elle a un appart plus grand avec son chéri. Donc, ça se passe bien. Ça tombait bien, en fait. Et moi, Mhm. j'avais 28 ans. Voilà, j'avais chez Ikea à Paris déjà, j'avais baissé mon taux horaire, donc je travaillais moins d'heures et j'essayais de D'accord. remonter en temps plein et c'était un peu galère. On me mettait un peu des bâtons dans les roues pour remonter en temps plein. Et moi, j'étais passée en temps partiel, j'avais pu passer mon permis et tout. Je voulais essayer aussi de regarder d'autres raisons. Comme je vous ai dit, je me lasse vite. Au bout de 3 ans chez Ikea, déjà, j'étais en train de me dire, wow, ça fait longtemps, faut que je trouve autre chose, tu vois. Mm, Et au mm. final, 10 ans, hein. Au final, 10 ans. Mais ce changement radical de pays aussi, c'est simple à la fois parce que Ikea, c'est les mêmes Oui. références, les mêmes noms, tout dans tous les pays. Donc c'est facile, Ah oui. mais avec Oui, quand oui, en même termes des ouais, professionnels, logistiques, en fait, voilà, tu t'es pas trop retrouvé, dur. t'as retrouvé tes marques. Voilà, ça fait Mm. pas peur ça, mais c'était surtout découvrir notre pays. Il y avait certains langages différents quand même s'ils parlaient français, comme sur les chiffres, enfin Oui. les sommes, voilà, le 70 et le 90, ça j'ai dû m'adapter. Leur mode de vie, le côté frontalier, il y avait toujours une petite guerre entre les frontaliers et les Suisses et tout. Donc moi, je suis un peu l'enfant de la paix, je veux pas de problème, je suis là, je veux juste m'intégrer, me sentir bien Mm. avec les Suisses aussi et pas juste être opportuniste, mais voilà, j'ai vécu l'expérience dans l'apprentissage de ce que j'étais en train de vivre et le fait de vivre dans un décor de montagne, d'être
dans des belles vues, etc. Je pense que ça m'a aidé à apprécier la vie d'être seule et de voir que même si j'étais seule, en fait, déjà, il y a des gens qui m'entourent même à distance. Et surtout, bah, et si il faut que je profite de ce que la vie m'offre, en fait, autour de moi. Oui. Voilà. Ok. Ok, super. Donc du coup, tu prends cette décision-là et tu t'en vas. Et comment les premières semaines, le premier mois se passent? J'ai envie de l'appeler un jour sur deux. Parce qu'au début, au début, un jour sur deux, un jour j'étais trop excitée de ce qui m'arrivait, je trouvais que c'était dingue. Je voyais tous les petits trucs positifs. Le lendemain, c'est j'ai des primes, c'est pas si rentable que ça, en fait, c'est trop d'investissement pour ce que tu vois, j'étais vraiment dans un stress vraiment Ouais. zigzag d'émotions. Mais c'était justement cette transition dans le changement. Il faut savoir qu'au début, j'ai pas commencé à temps plein, j'étais en temps partiel. J'ai accepté quand même parce D'accord. qu'on est quand même bien payé en Suisse, mais c'était pas non plus encore le salaire qui pouvait me satisfaire dans le gros changement que je faisais, parce que j'étais quand même toute seule, donc ça m'engendrait pas mal de frais. Et le fait de pas être en temps plein, bah c'était bien, mais ça me laissait presque dans les mêmes situations qu'avant financières. D'accord. Euh, voilà. Donc, ok, je travaillais peut-être moins d'heures en pourcentage de contrat pour la somme que j'aurais fait en France, mais Ouais. en France, en 20 heures, faut savoir, chez Ikea, je faisais un 20 heures week-end, donc on travaillait le dimanche en France. Donc, je gagnais bien, je gagnais quand même pas mal pour le temps que je faisais. Je faisais 20 heures Mm. vendredi soir, samedi, dimanche, je gagnais 1 200 euros. Et là, bon, j'arrive ensuite, je fais du 28 heures, je gagnais presque 2000, c'est vrai, c'était pas mal, mais avec tout on paye aussi des choses en plus quand on est frontalier, c'est pas juste l'Eldorado, en fait, comme on Oui, bah oui. croit. Mm. Voilà, il y a Mm. l'URSSAF qui arrive, tu dois payer des assurances maladie, des trucs en plus et tout. Tu prends ta voiture tous les jours pour traverser une frontière, il y a des Ouais. frais, quoi. Et tout ça, quand je faisais le calcul, un jour sur deux, je voyais le truc bien, le truc pas bien, tu vois. Et Ok. surtout, j'avais pas d'éducation financière. C'est surtout un point fort que je voudrais partager justement dans ce podcast, c'est que le fait d'être arrivée en Suisse, ok, j'ai gagné plus, mais j'avais pas d'éducation financière, du coup, j'ai pas bien géré les premières années de gagner plus. C'est-à-dire D'accord. que voilà, j'ai dû avec le temps capter ce que c'est de gagner plus et comment le gérer et pour en arriver jusqu'à investir dans l'immobilier. Mais avant ça, je suis arrivée ici, j'avais des crédits conso, j'étais pas dans une situation financière stable, c'était galère. Donc les premiers sous qui D'accord. arrivaient, c'est ok, c'était un bon salaire, ça me permettait de gérer ma vie ici, mais c'était pas simple. Voilà. Ouais. Ok. 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 Donc je vois un peu fluctuant. Est-ce que tu as le souvenir du moment où tu t'es sentie complètement à l'aise, plus sereine, etc. Hmm, J'arrive pas à le visualiser exactement, mais je Ouais. pense que ça est arrivé assez vite, surtout grâce à mon papa, parce que là, quand c'était les moments fluctuants, là, comme ça, où j'étais Mm. un jour sur deux, mon papa, je l'appelais et ça m'a fait rire. Quand je prends du recul, ça me fait rire parce que lui, il était stressé en vrai de laisser partir sa fille comme ça. Bah oui. Sauf qu'il m'encourageait, mais à la fois, je pense qu'il flippait. Et il me disait pas tout. Mais moi, dès que je commençais à l'appeler en catastrophe, mais il me disait, reviens, c'est pas grave. Mais moi, j'avais même pas encore commencé le taf. Et lui, Il il me attendait disait, que ça. reviens. Il fait c'est bon, reviens. Il avait peur, donc il me disait de revenir. Et je lui disais, mais non, papa, je peux pas revenir comme ça. Si j'ai fait tout ça, j'ai démissionné de Ikea en France. J'ai pas eu de mutation. J'ai dû Mm. démissionner. Je me suis sortie du bail de ma coloc. Enfin, pour moi, j'avais tout quitté. Donc il fallait pas que je revienne et que j'aille chez mon père qui habitait dans un petit appartement en plus. Enfin, c'était pas Mm. possible dans ma tête. J'ai 28 ans. Ça faisait depuis mes 18 ans que j'étais plus chez eux. C'est pas Mm. possible. Donc, quand il me dit ça, je me rends juste compte que moi, je l'appelais pas en vrai pour qu'il me trouve une solution ou quoi. C'était juste que j'avais besoin de vider mon sac et c'était Mm. pas et j'avais besoin d'encouragement et pas qu'on rentre dans mon trip désespoir en fait, tu vois. Ouais, bah ouais. Du coup, j'ai pris du recul. J'avais une matata aussi qui m'aidait beaucoup, une des sœurs de ma mère, et elle, elle m'encourageait beaucoup. Elle m'avait aussi donné un coup de main financier. J'ai eu la chance qu'elle m'ait donné un petit coup de main financier que j'ai pu lui rembourser sur une année. Et ça m'avait permis j'ai trouvé un appartement en 3 jours. Donc ça m'a donné confiance en moi aussi de trouver un Mm. appartement tout de suite. Ensuite, donc j'ai pu payer la caution, le premier truc de loyer. Après j'avais mon premier salaire, donc c'était plus un problème. Mais pour le tout début, vu que je vous ai dit, je suis arrivée avec des galères, bah c'était pas facile hein, pour moi financièrement. Donc Mm. ma tante m'a sauvée à ce moment-là. Ça c'était janvier 2016 et donc en décembre 2016, j'ai pu liquider cette aide de ma tata. Et c'est là aussi que il y a quand même un petit déclic financier qui arrive dans ma tête, même si j'étais pas encore éduquée
j'étais pas prête, c'est que ma tante, elle avait dans la quarantaine et elle me disait, j'ai pris longtemps avant d'économiser. Avant, je mettais rien de côté. Donc, ça m'a donné un espoir de me dire, j'avais honte d'avoir 28 ans et de pas avoir d'argent de côté et que là, j'ai une opportunité et c'est dur pour moi de le gérer. Donc, j'en parlais à ma tante, quoi. Et elle m'avait expliqué son parcours, quand elle a été en couple, etc., qu'elle a pas fait cette éducation non plus financière et que depuis qu'elle est livrée à elle-même avec ses filles, bah, elle avait bien organisé ses finances et c'est comme ça qu'elle arrive à mettre de côté. Pourtant, elle avait normalement moins les moyens de le faire. Donc, c'était pas une question de montant, mais plutôt une question d'éducation. Donc, et ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit, ah, ok, ben, c'est pas grave si aujourd'hui j'arrive pas à mettre de côté. Un jour, j'y arriverai. Et ça m'a un peu enlevé un poids, mais voilà, ça a été ça aussi fluctuant, parce que j'étais trop généreuse. Il y a aussi, il faut faire attention à son entourage quand on fait une expérience comme ça, parce que quand les gens ils savent qu'on travaille en Suisse, ben facilement ils se disent qu'on a beaucoup d'argent et du coup, voilà, on peut en profiter facilement. Et je payais facilement des billets de train pour qu'on vienne me voir. Je faisais des trucs extravagants qui sont de ma faute, c'est ma décision, mais je sais aussi qu'il faut faire attention à son entourage à ce moment-là parce qu'on peut en profiter. Ouais, faut pas que profite trop. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, tu t'es dit, tu nous disais que finalement, ça allait assez vite et t'as pris tes marques assez vite dans ce nouveau contexte, etc. Professionnellement, tu nous disais que vu que c'était la même organisation à peu près, il y avait quelques petites différences, mais au final, voilà, t'as pris tes marques assez rapidement. Donc du coup, là, t'as passé 5 ans à travailler en Suisse. Comment tu peux qualifier un peu ces 5 années et la suite de l'évolution que tu avais pu avoir en France, tu vois, parce que tu nous as dit voilà, que tu as été formée, que tu as vu plein de zones différentes et que tu as beaucoup évolué. Comment tu peux qualifier du coup les 5 années qui suivent? Bah, je les qualifierais de fort développement personnel, on va dire ça. D'accord. Ouais, ça serait les mots pour ces 5 ans-là, parce que ils partent déjà d'un déménagement, d'un changement assez fort, et au sein même du travail, en France, chez IKEA, j'étais plutôt affiliée à tout ce qui était manutention, enfin tout le market hall comme on appelle, donc le bas du magasin, c'est tout ce qui est un peu en libre service et tout. Et en fait, en Suisse, j'ai plus été attitrée au titre showroom, donc c'est plus de la vente, c'est plus du mental, c'est plus de l'entretien des zones, des décors. Donc ça m'a emmené dans un autre développement chez IKEA qui m'a ouvert l'esprit et qui correspondait à ma personnalité de très forte avec les relations clients, du coup. Parce que quand on est en bas, c'est plus Manu, on range et on enlève des cartons. Ah oui, ok. Et quelques questions clients, mais à l'étage, c'est 100%, on est face aux clients et voilà, c'est de la vente en direct, quoi. Et du coup, tu t'occupais de l'aménagement des différentes zones Alors, non. Non, j'étais vraiment dans la Ok. vente. Il y a vraiment une équipe décorateurs Ah, ok. qui ont des formations souvent dans l'architecture d'intérieur. Ils demandent un diplôme pour accéder à ces postes. Donc D'accord. c'est eux qui créent, vous savez, les ambiances, les mini salons, les mini chambres, tout ce Oui, qui et qui donne. t'embarque, Ouais, où en fait t'es venu acheter un petit truc et c'est puis ça. il t'embarque dans le labyrinthe et tu ressors Voilà, avec un gros voilà. sac comme ça. Exactement. Mais par contre, effectivement, j'ai baigné dedans. C'est-à-dire, c'était Mm. pas mes décisions, moi qui créais les décors, mais nous, on était là pour les entretenir, pour comprendre comment c'est construit. Et puis, du Intéressant coup, ça. c'est nos collègues, quoi, chez IKEA. Chaque, on va dire, pôle est important. On travaille ensemble. Donc, j'étais proche des décorateurs. En plus, comme j'étais passionnée, et eux-mêmes me disaient toujours, tu devrais vraiment faire notre taf, hein, t'as vraiment le truc. Je leur montrais, des fois, je me fabriquais des trucs chez moi toute seule. J'ai fait ma tête de lit moi-même et tout. Je leur montrais ce que je faisais. Et D'accord. ou des fois, ils me demandaient mon avis pour changer un truc dans l'ambiance et ils aimaient bien me faire participer. Donc, c'est vrai que on sentait la fibre, hein, déjà. C'est sûr. D'accord, ok. Ouais, 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 t'avais. Ouais, ouais, ouais. Et ça l'a nourri, du coup, cette expérience l'a nourri. Parce ouais, que tu nous as dit que tu l'avais dès petite déjà. Donc c'est ça. après, c'est venu nourrir tout ça. Très bien. Mm. Alors, du coup, à la fin de ton expérience chez IKEA, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et pourquoi, du coup, au bout de 10 ans, tu as décidé et où ça t'a amené à changer en fait d'orientation? Alors, je vais parler on va dire, les 2 dernières années en Suisse. Ça a Mm. été, bon, il y a eu le Covid entre-temps. Il y a eu le Covid et faut savoir, chez IKEA, on a eu l'opportunité, en tout cas en Suisse, je sais pas en France comment ça s'est passé,
Mais en Suisse, on avait l'opportunité, donc le magasin était fermé. Mais moi qui étais à ce moment-là, à l'instant T, dans le rayon dressing, chambre, on a organisé, on a accéléré ce truc-là de faire des rendez-vous en ligne avec les clients pour leur donner du conseil au niveau de la chambre et leur faire la conception 3D des armoires dressing et tout ça. Donc, j'ai été vite amenée à faire, comme je faisais partie de l'équipe, j'ai été on a pu avoir des ordinateurs et tout ce qu'il fallait à la maison pour faire ce télétravail. Et ça a été une de mes premières révélations aussi en moi de la possibilité de l'ouverture des possibilités du digital. Et, euh, et le fait d'être que moi et le client, bah, ça me permettait d'être moi-même en tant que la vraie vendeuse que je voulais être, c'est-à-dire moi-même, et pouvoir leur vendre tout ce dont ils ont besoin et pas leur vendre pour leur vendre, quoi. C'était pas j'ai toujours été honnête avec mes clients. Il y en a plein qui me disent oui, c'est incroyable, vous faites vraiment attention à notre portefeuille parce que des fois ils voulaient acheter des choses qui, je trouve, ne correspondaient pas du tout à leurs besoins et ou il y avait d'autres solutions moins chères, par exemple, qui étaient très bien. Et ben du coup moi je les amenais vers les trucs moins chers. Et c'est vrai que D'accord. c'est pas forcément l'idéal. T'étais vraiment dans le conseil en fait. Voilà, vraiment dans le conseil Ouais. personnalisé, adapté aux gens. Et c'est vrai qu'en Suisse, ça, c'était un peu bizarre parce que il y a un peu dans leur philosophie ou leur psychologie un truc du si c'est pas cher, c'est de moins bonne qualité et plus c'est cher, plus c'est de bonne qualité. Sauf que c'est pas forcément réel chez Ikea. Et parce que c'est juste que c'est une grande enseigne mondiale et qui produisent en quantité, donc ils peuvent se permettre de réduire leurs coûts. Mais ça veut pas dire que c'est une moins bonne qualité, au contraire, hein, c'est juste que c'est ça leur force. Du coup, vu que j'étais une spécialiste de tout là chez Ikea, je pouvais très bien leur concevoir quelque chose. Et par exemple, je dis un truc bête, mais quand j'ai travaillé aux salles de bain, bah, je vendais souvent des meubles de salon parce qu'il y avait qui existaient des Besta, là, les meubles pas profonds de 20 centimètres, de la bonne taille qui allait très bien au-dessus des toilettes pour les personnes qui cherchaient à faire ce genre de rangement. Et du coup, moi, j'avais cet art-là de réfléchir avec mon esprit et composer des solutions dans tout Ikea pour le cas de la personne, en fait. Et le fait de le faire en télétravail, bah, je pouvais le faire à 100%. On allait ensemble avec le client sur le site internet. Voilà, ils pouvaient avec moi parler de tous leurs projets qu'ils avaient envie et je pouvais tout de suite être dans l'action de concrétiser leurs projets. Et ça, voilà, ça a été un truc qui m'a développé et fait comprendre que même à distance, je peux aider les gens. Très bien. Ok, donc ça c'était dans les 2 dernières années, c'est ça? C'est ouais. Et en fait, juste avant le Covid, j'ai eu un burn-out en 2019. Je parlais de 2 dernières années parce que j'ai eu un burn-out en 2019, donc j'ai été absente pendant 4 mois d'affilée chez Ikea. Et c'était juste à la suite d'une formation, on m'envoyait tous les mois pendant 6 mois au siège d'Ikea à Zurich. Et j'allais 3 jours par mois, hein, pas pendant 6 mois d'affilée, mais tous les mois, j'avais ce voyage-là à faire en voiture avec mon collègue qui faisait ça avec moi. Et c'était pour me former en tant que spécialiste de l'aménagement intérieur parce que avec la digitalisation, on était dans ce changement qui passait de simple vendeur à spécialiste de l'aménagement intérieur. Et ça, c'était tout un changement dans l'entreprise, même au-delà de la vente. Il y a eu aussi des changements de poste, par exemple au RH, ça disparaissait, etc. Un gros chamboulement dans la boîte. Et j'étais une des fortes actrices de ce changement et je devais prôner et aider les gens dans ce changement-là au-delà de l'aménagement intérieur. Donc c'était un truc fort. Ça m'a pris du temps, des heures sup de dingue dans mon compteur. En Suisse, faut savoir, c'est déjà 40 heures minimum par semaine, enfin le temps plein, pardon. Et j'en faisais plus de 50. Donc effectivement, l'épuisement il est arrivé. Mon investissement, parce que tout le monde m'a adoré en tant que client, même avec mes collègues, ça se passait bien tout ça. Et bah tout ça a fait que j'ai fait un burn-out. Il y a eu d'autres cas, des choses non dites que j'ai enfouies en moi depuis le début, que j'étais en Suisse, que j'ai pu vivre aussi au sein de l'entreprise. Mais j'ai pas envie de polémiquer vu que j'ai dit le non. Donc j'ai pas envie de parler forcément des choses compliquées dans l'enseigne parce que j'adore vraiment les enseignes dans lesquelles j'ai travaillé. Je les respecte tous les unes les autres. Et Ikea en particulier parce que je vous ai dit, je suis un bébé Ikea, donc pour moi, c'est vraiment un bon lieu pour travailler. Ils méritent vraiment leur titre de Best Place to Work là, parce que c'est un bon cadre, on a plein d'avantages. Même en Suisse, à notre anniversaire, on nous le souhaite au micro, on nous fait des cadeaux. Donc, c'est pas l'entreprise que je dénigrerais, mais j'ai vécu des choses avec des humains, voilà, qui C'est souvent ça le problème, hein, voilà, c'est souvent les humains. c'est ça. Et du coup, moi qui étais toute nouvelle dans cette expérience que je suis en train de vous raconter justement de mon changement et tout, je pense que j'ai gardé en moi des choses que je voulais pas dire par peur de compliquer ce changement de vie.
Et sauf que plus les années passent, plus on s'incarne un peu aussi dans notre vie ici. Et ben moi, j'ai dû sortir ces choses-là. Je suis passée d'abord par le burn-out en pensant que c'était que le surmenage, mais c'était aussi Oui. ces non-dits. Donc quand je suis revenue, il y a eu le Covid, donc télétravail. Donc moi, je l'ai trop bien vécu. Ça veut dire que j'ai repris le travail. Pas longtemps après, on ferme tout. Donc moi qui vivais quand même un mal-être caché dans le Oui. magasin, en dehors de mon travail en soi, mais avec certains humains. Du coup, ça a fait que télétravail, j'étais bien, mais ça avançait pas sur cette histoire que j'avais pas dénoncée, mais j'avais discuté avec mon responsable et ça avançait pas pendant le Covid. C'est comme si on oubliait un peu ce qui m'était arrivé, que j'avais pu parler. Et sauf que au final, on rouvre le magasin. Je suis encore dans l'entreprise, tout va bien. Hein. J'ai mené en plus cette formation près de la vente et tout. Tout le monde a adoré. Je leur faisais des vidéomontages de chaque fois qu'on se rencontrait pour ces formations, donc c'était super marquant. Et puis finalement, quand je vois que ça avance pas par rapport à ce que j'avais discuté avec des responsables, je me sentais pas bien encore. C'est comme Ouais. 1 an après mon burn-out, j'ai eu comme un anniversaire émotionnel. Ouais. Et donc l'été suivant, au même moment où j'ai été en arrêt l'année d'avant pour 4 mois, ça m'a redéclenché quelque chose, une petite colère en moi. Et 3 semaines d'arrêt. Et quand je reviens, en fait, je me suis licenciée. D'accord. Ok. Ils ont eu leurs raisons, qui pour moi sont pas les bonnes. Enfin, je comprends. Mais au final, j'ai un bon certificat une belle attestation d'employeur, un bon certificat de travail avec toutes les loges qui représentent clairement qui j'étais dans l'entreprise. Donc, il n'y a pas de choses négatives. Ça a été dur après 10 ans, c'est sûr. Mais ça a été en même temps, dès le lendemain matin de cette fin qui avait l'air triste comme ça a été un renouveau. J'ai eu une excitation dans mon cœur de joie presque, de joie inquiète quand même, parce que je me disais, ça fait 10 ans que j'ai pas postulé à Ouais. rien. Là, d'un coup, on parle de chômage. J'ai jamais été D'un côté, chômeuse. il y a un Mm. poids, il y a un poids qui est parti, quoi. Il y a Aussi, je pense, Ouais. voilà, parce que ce dernier jour Parce était dur. que, Mm. parce que quand tu disais, c'est un peu en plus à la date anniversaire de ton Mm. burn-out, c'est-à-dire que à un moment, tu as regardé et tu t'es dit, en fait, ça n'a pas bougé. Mm. Il n'y a rien qu'à bouger. Et tu ne te voyais pas rester dans ce même contexte. C'est ça. Et du coup, même si c'est violent, parce que je pense que c'est violent comme ça, après 10 ans quand même, Mm. voir un licenciement, etc. Mais du coup, il fallait que fallait que tu passes par là. Et en même temps, un licenciement, ça te donne aussi des droits derrière. Donc, Voilà, c'est ça. Et voilà. moi, j'avais C'est... jamais. Moi, faut savoir que je m'appelle la victime de la société. C'est que j'ai toujours travaillé depuis la sortie de l'école, toujours eu des CDI, donc j'ai toujours été dans les tranches supérieures. J'ai jamais eu le droit d'aide APL et tout. J'ai toujours payé mes loyers Oui. pleins. J'ai toujours payé les impôts. Jusqu'à l'année dernière encore, moi, je payais quand plus personne payait la taxe habitation. Mais moi, je payais encore. Tu vois, je suis comme ça. Et du coup. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est une opportunité d'avoir ce chômage en plus frontalier, donc c'est quand même plus intéressant qu'en France, vu que j'avais des bons salaires. C'est pas à 80%, mais c'est 57% de ton salaire. C'est déjà bien, donc j'avais plus de 2 000 € de chômage, donc honnêtement, c'était positif. Mais moi, je suis pas une chômeuse, en fait, dans ma tête. Bah oui, Donc, tu travailles c'était depuis le dur. début. Bah oui, depuis la sortie de l'école, j'ai fait mes études, j'ai fait l'école. Donc ça a été psychologiquement quand même un truc perturbant, mais j'ai décidé, quelques mois après, d'être entrepreneur. D'accord. Est-ce que ces mois de pause, je dis ça parce que comme toi, j'ai travaillé très vite. Enfin, toutes mes études, j'ai fait des longues études entre guillemets, mais toutes mes études étaient en alternance, donc j'ai toujours travaillé. Et du coup, il y a eu c'est au moment de mon premier fils, quand j'étais enceinte. Du coup, j'ai été arrêtée très tôt, à 4 mois de grossesse. Ah ouais. Et du coup, j'ai dû, tu vois, faire une pause forcée. Mm. Et, et en même temps, c'est là où je me suis posé les vraies questions. J'étais plus dans le... Puisque tu enchaînes un peu mécaniquement comme ça les expériences, tu as des opportunités, tu jumps sur les Mm. opportunités, tu fais, etc. Et au final, t'as pas ce moment-là où tu te poses réellement la question, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Est-ce que toi, justement, c'est un moment comme celui-là que tu as eu Ah bah oui, après le clairement. licenciement? Même pas. Non, c'était avant, c'était au burn-out. Moi, j'ai Avant, aimé mon ok. burn-out Ah justement parce oui, que le c'est là que burn-out. j'ai compris le truc de l'ikigai, de pourquoi, etc. Ok. Tout est venu au burn-out. Donc moi, c'est quelque chose que je pourrais dire, je suis fière d'être passée par un burn-out parce que c'est là aussi où j'ai pu suivre aussi
de voir un psychologue, donc de découvrir ma psychologie, le processus de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, des, des pensées limitantes et tout, de nos réactions, en fait, comprendre la réaction d'adulte que j'ai, qui est en fait liée à ce que j'ai pu avoir comme traumatisme dans l'enfance. Tout ça, moi, j'ai été fascinée. Je suis quand même une enfant. Je me vois pas comme quelqu'un de curieux parce que, par exemple, je suis plus dans l'intuition, donc des fois je parle spiritualité avec des gens, mais j'ai pas fait beaucoup de recherches en profondeur dans la spiritualité parce que je le ressens. Et par exemple, euh, quand j'allais du coup chez le psy, bah moi j'étais curieuse malgré tout. J'ai vu ma curiosité de comprendre. C'est pas la curiosité, mais c'est j'ai envie de comprendre. Donc à chaque fois qu'il faisait quelque chose sur moi ou me posait certaines questions, bah je voulais savoir pourquoi et quel était le cheminement en fait. Donc lui, il appréciait aussi beaucoup ma personnalité. Il doit savoir quel type de personnalité je suis. Et il aimait bien et il prenait le temps du coup avec moi de me raconter, de m'expliquer en fait le processus. Et c'était très efficace du coup sur moi. Ça veut dire que moi, je l'ai accueilli pleinement cette idée de suivre un psy et tout. Ce que j'ai pas apprécié comme idée, c'était de prendre des médicaments et tout là. Donc ça a été un petit combat. Et puis au final, j'ai fini par pas prendre de médicaments. Et parce que c'est pas forcément adapté à tout le monde. Je juge pas ceux qui le font, mais par rapport à la dépression, parce qu'on dit burn-out, mais en gros c'est aussi de la dépression. Et moi j'ai eu du mal à accepter ça. J'ai du mal, et c'est que quand j'ai accepté que j'étais en dépression que j'ai avancé et que j'ai développé mon pourquoi, mon ikigai et tout. Mais avant ça, déjà, je voulais pas accepter que moi, qui suis quelqu'un de positif, qui appréciait ma vie à la montagne, qui était toujours en train de transmettre du positif aux gens, de me dire que moi, je pouvais être déprimée, avoir des idées noires et tout, alors que c'était réel. C'est juste que je voulais pas le voir, quoi. Des fois, j'avais envie, je me voyais conduire, aller au taf et tourner mon volant dans la montagne. Comme ça, je tombais dans le ravin. Tu vois? Ça, c'était des pensées bizarres et que je le disais à personne. Ça aussi, c'était des trucs que je gardais, que je disais pas aux gens que je vivais ça. Et moi, j'essayais vite de penser à autre chose, que j'ai la croyance que la pensée crée. Et je trouvais ça dangereux de voir ça dans ma tête. Parce que je me disais, en un rien de temps, je peux vraiment le faire avec ma main si j'y pense trop. Et donc, je faisais, oh, faut que je me concentre. Et ça, c'était le début du burn-out. Vraiment, mon corps, mon esprit me disait d'arrêter d'aller chez Ikea. Et même quand j'ai commencé à voir le psy, c'était le burn-out. Donc, j'étais encore en contrat. Et le psy, pour lui, la première chose qu'il m'a dit, c'était, il faut que tu quittes cette entreprise. Et moi, ça, je le refusais tellement au début. J'ai dit, mais moi, j'ai quitté toute ma vie en Île-de-France pour venir dans ce travail-là. Là, là, là. J'étais rebelle, tu vois. Donc, comment ça, en plus, je lui dis, tout le monde m'adore en client. Ça se passe bien avec mes clients. J'ai rien fait de mal. C'est vrai qu'il y a peut-être des mauvaises personnes, des fois, qui gèrent. Mais, je voulais persévérer dans ce que je faisais. À ce moment-là, j'avais pas encore donné. J'aimais vraiment de cœur. Bah, voilà. J'avais la chance de dire, j'aime trop mon taf. Et ça, en CDI, on a souvent des tafs alimentaires. Et moi, je pouvais dire, j'adore mon taf. Tous les jours, je trouvais une passion dans mon travail. Je rendais des gens heureux. Je transmettais tout l'amour qui déborde de moi là. Chez Ikea, tous les jours, je pouvais le donner aux gens. Donc, je rentrais chez moi épanouie et je continuais encore chez moi. Donc, c'est vrai que même mes collègues, ils me disaient, déjà, tu devrais te lancer. Au lieu de prendre beaucoup de temps après le travail chez Ikea, tu devrais te faire. Donc, moi, j'avais créé un petit site internet, WordPress, là, toute seule, pour essayer de voir. Et comme je vous ai dit au début, maintenant, vous savez, je suis une petite de l'informatique de base. Donc, j'ai aimé en fait créer sur WordPress mon premier site, la curiosité. Je pensais pas du tout à l'entrepreneuriat, je pensais pas du tout au vraiment côté financier et tout. C'était surtout le côté créatif de créer ce site, la curiosité de voir comment ça se passerait si je devais faire ça. J'en avais même parlé à un des responsables. Est-ce que je pourrais faire un truc avec Ikea et moi en fait pour qu'on crée ce service-là, que je puisse conseiller les clients sur toute la maison en fait et tout. Lui il m'avait fait sous-entendre, mais si tu veux faire ça, faut quitter l'entreprise, tu vois, il m'avait dit ça. Mais bon, moi je prenais comme les choses comme ça, je me disais bon. Mais honnêtement, c'est là que je veux revenir au fait que je me suis licenciée, même s'il y avait ces mauvaises raisons que j'ai pas envie de polémiquer dans le truc, mais en fait, je pense au fond que c'est moi qui ai créé ce licenciement en soi. C'est que le jour où j'ai fait ce site et que j'en ai discuté un peu autour de moi, parce que moi je suis trop bavarde, je raconte trop tout, parce que je suis entière et que je vois pas le mal en fait sur le coup, le danger. Je me reconnais trop dans toi sur ça. Je vois pas le danger, donc moi je suis là du tout. Et du coup j'avais plein de collègues, savaient, je leur montrais, j'étais contente, regarde j'ai fait un site sur WordPress, tout ça. Et en fait à ce moment-là je me disais, ça a résonné dans ma tête mais peut-être que je peux me faire virer pour ça, tu vois, si tu vois, il y a un client au magasin et je lui parle que voilà, j'ai un site internet, tout ça, ou que mes collègues ils me recommandent et en fait je suis en train de travailler, je suis sous contrat, ça se fait pas en fait. Et tout ça, donc j'avais un peu conscience qu'il y avait un risque et moi de toute façon, quand j'allais chez Ikea, j'y allais avec tout mon cœur pour Ikea, je le faisais pas pour moi, hein. Je le faisais pour moi parce que c'est ma passion, j'aimais bien faire ça, mais
je faisais pour Ikea, j'étais vraiment pro pour l'enseigne. Et même si je conseillais des clients, c'était pour finalement leur faire un devis chez Ikea et donc rentrer du chiffre à Ikea, pas à Oui. moi, quoi. Je gagnais rien. Mm. Je faisais pas de chiffre. Et voilà. Donc ça a été effectivement la raison sur le papier de licenciement du fait que comme si j'avais une double activité en fait, le 100% chez Ikea plus quelque chose d'autre. Ils ont parlé un peu de concurrence déloyale. Bon, même si j'ai pas de poids pour le moment à côté de Ikea. Mais voilà, moi j'étais pas du tout dans la rébellion avec eux ou quoi. C'est Oui. vraiment fin de contrat, 10 ans pile poil parce que j'ai commencé en octobre 2010, je finis en octobre 2020. Au final, belle histoire quoi. Et là, le directeur qui est présent à ce moment du licenciement me dit, de toute façon, tu as une boîte, donc moi je t'encourage de persévérer dedans. Là, on peut pas faire les deux en même temps, mais là, vu que tu vas être au chômage, ben lance-toi dans l'aventure de développer ta boîte. Mais moi, je lui dis, mais moi, j'ai pas de boîte, j'ai pas d'entreprise, j'ai juste fait un site internet. J'étais en train de pleurer, moi. Non, mais qu'est-ce que vous me dites, tu vois? Mais en vrai, encore une fois, ça, c'est un parcours de ma vie qui a résonné une idée, en fait, en me disant, tu me vois déjà, toi, qui es directeur d'un IKEA, comme quelqu'un qui a créé sa boîte. Ouais. Et en fait, ok, ça a mûri, en fait. Et avec le recul et tout ça, et en revoyant tout ce que j'ai pris aussi comme connaissance chez Ikea et comment je me suis investie dedans, voilà, rien ne m'empêche aujourd'hui, effectivement, maintenant que je suis plus liée à l'enseigne, de développer toutes ces compétences pour moi, en fait. C'est ça qui s'est D'accord. passé. Ok. Donc, je Ça, remercie c'est. trop ce Bah licenciement. oui, c'est clair que, en fait, ouais, les personnes autour de toi voyaient déjà ce que tu pouvais faire à ton Mm, compte mm, avant même que toi t'y crois vraiment. clairement, clairement. Et du coup, là, après ce licenciement, t'as mis combien de temps à vraiment être à fond sur ce projet entrepreneurial? Alors, j'étais officiellement au chômage au 1er novembre, premier versement du chômage en décembre, et en fait, j'ai lancé ma boîte en mai suivant, donc en mai 2021. Mais par contre, du coup, quand je me suis inscrite au Pôle emploi, c'était sous le titre de créateur d'entreprise quand même. Donc ça veut dire que j'avais déjà D'accord, décidé t'avais en fait commencé le de processus. regarder ce côté-là plutôt que de tout de suite reprendre un travail. Même si, j'avoue, j'ai décroché un CDI avant même de toucher mon premier chômage. Et au final, je l'ai refusé. C'est que j'ai fait des Ah, entretiens, j'étais tellement stressée d'être au chômage. Moi, la première réaction, c'était de refaire un CV et de le tester sur le marché et de voir les opportunités. Et du coup, j'ai été vite appelée parce que un parcours chez Ikea, c'est vrai que c'est un beau parcours et du coup ça marche bien sur le marché de l'emploi. Et j'ai décroché CDI, je l'ai reçu dans ma boîte mail et depuis que j'ai fait un projet dans l'immobilier, je lis les contrats de A à Z, c'est depuis ce moment-là. mm, Et du coup, j'ai lu le CDI de A à Z, j'avais jamais fait ça de ma vie et en lisant, ben ça collait pas du tout à ce que je voulais créer moi-même de mon côté personnel professionnel d'accord. Ok. et puis même le salaire et tout le titre quoi. Enfin moi je voyais déjà que j'étais plus qu'une employée simple en fait. Donc OK, Mm, ils ont mis employé niveau 3 un truc comme ça, mais moi j'ai refusé ça. Je me suis dit ah non, ça me va pas en fait. Tac. Et ouais, j'ai ouais. refusé ce CDI là. Ça a fait, il était pas content hein, ce fameux directeur de cette boutique là. Mais Mm, c'était déjà une première affirmation de bah non, je vais d'abord tenter de faire quelque chose pour moi avant de redonner mon énergie à une autre entreprise. ok, ok, très clair. Euh, du coup, là, tu t'embarques dans un parcours d'entrepreneur. Est-ce que autour de toi, tu avais des entrepreneurs? Est-ce que tu savais exactement ce que faisait un entrepreneur, ce qu'était un entrepreneur, pour pouvoir te projeter et essayer de voilà d'avancer vers cette voie-là, dans cette voie-là, quoi. Alors, du fait que pour moi, j'étais pas destinée à l'entrepreneuriat, même plus jeune, je disais souvent, mais moi, j'ai vraiment pas envie d'être patron. Il y en a qui disent, ils aimeraient bien avoir l'entreprise. Moi, j'étais Mm. contre. Donc, j'étais vraiment du profil où je m'intéressais pas à comment, en fait. Mais malgré tout, moi, je suis issue d'une grande fraternité. On est 6. Dont 2 grands frères à moi. Et les deux, en fait, sont entrepreneurs. Un qui a une micro-entreprise, un qui a une société. Plus voilà, ils Mm. ont eu plein d'expériences, mais c'est pas forcément des choses sur lesquelles on échangeait. J'aurais jamais posé trop de questions sur comment ils ont fait, ce qu'ils ont fait et tout, ni les détails, enfin voilà. Et vice versa, c'est comme quand j'ai fait mon projet IMO. C'est là que j'ai pensé à un de mes grands frères où je me suis dit peut-être que lui il a déjà fait de l'IMO et il faut que je l'appelle et je lui demande. Et puis il m'avait dit ah oui j'ai déjà fait de l'immobilier. Et tu vois, on n'a pas Mm. vraiment ce genre de d'échange de base entre mes frères et sœurs et moi. Euh, du coup, non, même si mes frères étaient entrepreneurs, bah j'étais pas averti T'as pas de ce que c'était. influencé parce que vous vous en parliez pas, quoi. Non. Par Ok. contre, en vrai,
malgré tout, avec notre entourage, comme par exemple mon ancienne coloc qui est comme ma sœur, elle avait déjà une asso. C'est comme si elle était déjà entrepreneur. Donc, dans toutes ses missions, Mmh. des fois, et en plus, elle m'a déjà plusieurs fois fait m'investir avec elle dans ses projets. Tu vois, je suis une bénévole de l'asso, donc forcément, bah, des fois, même, elle m'a fait faire de la scénographie, c'est-à-dire décor de scène pour un clip vidéo. C'était tout ça bénévole, mais ça m'a permis, moi aussi, encore une fois, de toucher le monde de la déco, des trucs que j'aimais bien. Et elle m'a toujours fait confiance sur ça, donc elle m'envoyait dans des missions comme ça. Et c'est vrai que c'était dans l'entrepreneuriat déjà, mais c'est juste que moi, j'avais pas ce recul. Donc, quand je commence à m'inscrire au Pôle emploi et que je vois que tu peux choisir soit en rechercheur d'emploi ou créateur d'entreprise, je me suis dit, bah, je vais compter sur le Pôle emploi. Pour une fois que j'ai le droit à quelque chose dans la société, je vais utiliser tout ce qui va m'être offert. Sauf que honnêtement, j'ai pas du tout été aidée par le Pôle emploi. Je le dis clairement, j'ai eu Non, une. mais qui a été aidé par le Mais Pôle ils font emploi? comme si ils vont t'aider. Je devais passer par un truc qui s'appelait Active Créa, donc un processus Ouais. qui te fait créer ta société et te fait tester le truc. Mais jamais ils ont réussi à m'inscrire. Ma conseillère, franchement, pas méchante, tu vois, mais un peu je m'en foutiste Ouais. de tout ça. Et à chaque fois, ce qu'elle me disait, c'était ah mais c'est très bien, bah, vous faites les choses bien, rien à dire. Moi, j'étais quelqu'un comme à l'école. Moi, j'aime bien en fait le cadre scolaire. Je vous ai dit, j'aimais bien l'école, donc Ouais. j'avais toujours, j'étais sur les pensées de ce qu'on m'avait dit du Pôle emploi, que oui, tous les mois, faut faire un truc. Si te font des rendez-vous, faut pas les rater, sinon tu perds ton argent et tout. Il faut faire des comptes rendus de tes recherches, tout ça. Donc moi, j'étais comme ça. Là, je suis arrivée en mode, ok, je veux pas perdre. En plus, là, j'ai un bon chômage, faut pas que j'ai de problème, machin. Je vais faire les choses carrées. Et en fait, donc je fais tout le truc. Je reçois jamais de trucs de retour. C'est moi qui prenais les rendez-vous avec eux. J'en avais pas sinon. C'est moi qui demandais d'avoir ma Bah oui. conseillère pour lui parler. Et franchement, ça m'a rien apporté parce que du coup, à côté de ça, ben moi, je voulais pas laisser le temps passer seulement. Je pense que j'aurais même fait encore un peu plus vite sans les attendre. J'ai attendu un peu, mais je travaillais. Ce que je faisais, c'était, on était quand même encore en mode Covid, donc il y avait beaucoup de webinaires en ligne avec Meetup, l'application. Donc j'ai Oui. fait beaucoup de webinaires, j'ai découvert beaucoup de réseaux comme ça, et j'osais déjà parler en live. Enfin, dans ces webinaires, des fois, on avait des occasions de faire des pitchs et tout ça. Donc D'accord. j'étais déjà dans cet élan d'oser monter, me présenter, essayer de dire mon projet, il n'était pas lancé et tout, mais voilà. Donc je faisais mon truc toute seule et j'ai pris pas mal de temps à essayer de bien comprendre ce qu'étaient les statuts juridiques, pourquoi on ferait une micro-entreprise, pourquoi je ferais une société, etc. Ok. Et c'est là que voilà, j'ai dû étudier tout ça toute seule, sans le Pôle emploi, et voilà. Ouais. Du coup, ouais, t'as pris du temps de t'informer et de faire les choses correctement, Ouais. etc. Je te rassure, le Pôle emploi, les gens ne sont pas formés, donc du coup, ils aident personne. Ils aident pas les C'est galère. entrepreneurs. Moi, ils Ouais. m'envoyaient des offres d'emploi télécommunication Orange, parce que j'avais dit que j'étais dans la com Ah et ouais, d'accord. marketing, alors que ça n'a rien à voir. Voilà. Et ils m'ont juste donné Ok. une grosse pile de livres, je sais pas si tu les as eus, sur l'entrepreneuriat, genre ils ont fait Ah des non, fascicules ou je sais pas quoi. j'ai même Et pas eu genre elle m'a ça. donné ça, et elle m'a dit bah voilà. Et puis c'est tout. Genre Ah elle-même ouais, non, savait pas ce qu'il y avait moi j'ai dedans, tu jamais vois. vu. Je l'ai jamais vu, ma conseillère. Je l'ai que eu au téléphone. J'ai jamais vu, Ah jamais mis oui, mon ok. pied au Pôle emploi. Ok. Ouais, là, ça fait 2 ans, ça c'est la fin. J'ai jamais vu ma conseillère. Voilà, donc non, Non, en même c'est pas temps, si grave. t'es destiné à être entrepreneur, tu sais que tu vas devoir aller chercher les solutions à droite à C'est gauche, donc ça, c'est ça. voilà. Mais moi, ça Voilà. m'a Donc conforté justement de voir que, bah, en final, à chaque fois, elle me disait, bon, bah, c'est bon, ça me frustrait, mais à la fois, je me disais, bon, c'est que je vais dans la bonne voie, je fais comme il faut, je vais suivre mon instinct, on verra bien, de toute façon, c'est voilà. clair. Et rien n'est définitif. C'est ce qui me faisait pas peur aussi, de me dire, j'entreprends, bah, je me posais la question, c'est quoi le plus grand risque là que je prends, tu vois? Et quand tu te Ouais. poses cette question-là, je vais pas mourir, quoi, tu vois, c'est rien. C'est Donc ça. j'essaye, et Faut ça marche pas, relativiser, hein. si. Ouais, Voilà, ouais, c'est ça. carrément. Et c'est vrai, on peut ouvrir une société avec 1 euro. Et bon, moi, j'ai décidé de mettre un plus gros capital et tout. Mais voilà, c'est toute ma réflexion, tout le processus qui m'a amené à faire mes choix. Et Ok. je dis, ils sont pas non plus figés, ils peuvent changer. Voilà, c'est ça. Du coup, quand ton entreprise est née, après toutes ces recherches, etc., et le fait de trouver le bon statut et tout, du coup, ton entreprise, elle est née quand? Et sous quelle forme, quel nom? Dis-nous tout. Alors, elle est née le 22 mai 2021. Et c'est aussi symbolique parce que moi-même, ma date d'anniversaire personnelle, c'est le 22 mai 1987. Donc là, j'avais mes 34 ans. Et symboliquement, c'est vrai que moi, j'ai pas tout le temps eu des super anniversaires et tout. Souvent des moments un peu galères à ce moment-là. Donc, j'ai voulu, de manière symbolique, me dire, ben maintenant, mon anniversaire va vraiment être célébré
par le fait aussi que c'est l'anniversaire de mon unité. Mon unité, c'est le nom de ma société. Et en fait, ça a été difficile pour moi de choisir ce nom parce que à la base, je vous ai dit, j'ai créé un site internet toute seule sur WordPress, donc j'avais acheté un nom de domaine, Oui. coachingdeco.fr. J'étais contente qu'il soit libre. Je me disais, ça existe et tout, coachingdeco.fr et tout. Du coaching déco, ça parle, c'est facile à capter ce que je vais faire. Et puis c'est un domaine, allez, je l'achète direct et tout ça. Par contre, coachingdeco.com, il était vendu cher. Tu vois, il y a des arnaqueurs là qui qui Là, qui volent des réservent les domaines, qui noms comme et ça. tout, carrément. Moi, je me disais, c'est pas grave, je suis en France, allez, .fr, c'est très bien et tout ça. Et du coup, j'avais un peu du mal dans ma tête à me détacher de Coaching Déco. Mon grand frère qui est entrepreneur et lui qui a une société qui est dans le digital, il fait des sites internet et tout ça. Donc quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'en ai parlé. C'est là que j'ai découvert comment lui il a fait, qu'il avait une société et tout avec plusieurs associés, etc. Et on a commencé à pouvoir parler ensemble de certaines choses. Et là, il m'a aidé pour mon site internet. Et donc, il s'est basé sur coachingdeco.fr et il m'a fait un petit logo rapide Coaching Déco. Sauf qu'une fois que j'étais dans le concret et que je me suis dit, OK, là, maintenant, je crée une société. Je veux pas créer une micro-entreprise. J'ai voulu viser vraiment les étoiles, même si j'arriverais en haut de la montagne au moins. Mais j'ai regardé dans toutes mes recherches, je voyais que le côté féminin d'entrepreneuriat était moindre par rapport au côté masculin et aussi encore plus dans le côté micro-entreprise et sociétés, que c'était plus des hommes qui faisaient les sociétés et pas trop les femmes. Donc, elles avaient plutôt des micro-entreprises et ils voyaient ça comme un travail de, comment on dit là, de complément, tu vois. Pas Oui, comme une oui, vraie oui, un truc, ambition de devenir ouais. entrepreneur. Ouais, donc moi je me disais, mais moi c'est pas ça que je veux faire. Donc je veux leur prouver que oui, je suis une femme et oui, je vais faire une société et je vais prendre mes épaules et je vais y aller. Et pourquoi pas en fait. Si je fais tout Ouais. comme il faut, il y a pas de raison. Et moi, j'avais le cas que j'avais un frère qui était dans une société et un frère qui était dans la micro-entreprise. Et le plus ancien était toujours en micro. Et, euh, et l'autre frère qui était peut-être plus jeune que l'autre, bah, il avait fait une société aussi. Donc moi, je sais pas, j'y ai été comme ça. Et en fait, du coup, là, c'est là que c'était compliqué. Parce que là, il fallait que je décide comment j'appelle ma société. Je me disais, coaching déco, ça va être qu'une branche. En plus, moi, personnellement, dans les statuts de la société, j'avais déjà j'ai anticipé plusieurs choses que je voulais faire avec la société. Je voulais démarrer avec l'aménagement intérieur, mais je savais que c'était pas tout ce qui me composait et que je pouvais aller plus loin. En partant de ce point, et je pouvais encore grandir et développer plein de choses. J'aime beaucoup l'immobilier, donc je pensais à l'immobilier, par exemple, et d'autres choses. Donc, dans mes statuts, il y avait déjà tout ça. Et je me disais, je peux pas l'appeler coaching déco, ma société. Ouais, bah ouais, Donc, c'est trop j'ai réfléchi restrictif, ouais. longtemps, trop restrictif. Par contre, vu que j'avais déjà développé pas mal de choses autour de coaching déco, avec c'est un cabinet comptable qui m'a aidé à la création, donc il m'a dit, on laisse en non commercial ton domaine coaching déco pour que tu puisses quand même justifier plein de choses autour de coaching déco, mais ta Oui, boîte, elle a un autre nom, et du coup, après, même si c'est pas coaching déco, mais que tu mets le nom de ta boîte, c'est bon, tu vois. Donc, j'ai fait ça, et pourquoi mon unité? Quand j'ai cherché à trouver le nom, tu sais, je regardais d'abord sur Internet si ça existait pas déjà. Tu dois te prendre la tête avant de choisir un nom, ouais. vu que c'était pas basé sur mon prénom et mon nom et tout. Donc, ça a pris du temps. Je réfléchissais à plein de choses. Et après, c'est quand j'ai vraiment réfléchi aux valeurs que je voulais mettre en avant dans ce que je construisais comme société. Ben, mon unité est venue dans le côté, le mot unité surtout, c'était l'unicité, l'union, tu vois, et le côté voilà, unicité dans le côté unique aussi de chaque personne, de chacun de mes projets clients. C'est chaque chose est unique. Au début, j'avais trop du mal à me projeter dans les offres que j'allais faire parce que je me rendais pas compte comment poser des prix alors que chaque cas était différent, tu vois, c'était compliqué. Mm. Donc voilà, mon unité, c'est pour représenter cette union que je vais amener dans ma société entre moi et mes clients et tous les collaborateurs. Si mon entreprise grandira, ce sera une grande boîte et il y aura des employés, etc. Une grande entreprise. Donc, dans ma vision, donc j'imagine aussi impacter dans mon nom d'entreprise aussi la vie des salariés. Par rapport à D'accord. mon expérience aussi et voilà donc mon unité c'est vraiment l'union l'unicité le côté unique de tout ce que je représente aussi donc D'accord. voilà et que je veux transmettre Et dans cette société. ouais, ouais, top. Ouais, et puis en plus, du coup, ça te laisse un large champ de même s'il y a d'autres choses auxquelles tu penses au fur et à mesure de ton parcours de chef Mm. d'entreprise, et ben du coup, tu vas pouvoir le Je peux rattacher. garder Voilà. exact Et, la question centrale du podcast, c'est pourquoi tu as fait ça. Et du ouais coup, est-ce que ta mission, du coup, est-ce que tu as réussi rapidement à définir la mission que tu voulais poursuivre
du coup avec ta société, parce que là on voit qu'avec la réflexion du nom, ben, du coup on voit derrière la vision, on voit derrière Mm. les valeurs, etc. Est-ce que du coup tu peux nous dire un peu plus sur la mission, ta mission à toi avec cette entreprise, que du coup l'entreprise est toujours un moyen d'arriver à faire quelque Exactement. chose. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta mission, Ouais. sur Donc, pourquoi tu du fais tout coup, ça? ouais, pourquoi du coup? C'est vrai que le choix de société, c'est aussi la grandeur et la possibilité d'impacter encore plus grandement. Mm. Donc forcément, quand j'ai compris ce que j'avais en moi et je le ressentais depuis toujours, cet amour. En fait, ce que je parle, c'est de l'amour. C'est bizarre, mais c'est mon pourquoi en fait. L'amour est vraiment mon pourquoi et ça paraît peut-être bateau ou vague ou quoi, mais c'est plus profond que ça. C'est que c'est quelque chose que je ressens profondément, cet amour de la vie et des autres. Donc j'ai pu, dans ces 10 années chez Ikea, vraiment développer ce sens-là et l'accepter tel qu'il était. C'est-à-dire que j'ai eu de la critique, par exemple, ah, t'es trop gentil, ah, si, ah, ça. Mais moi, je voyais toujours les bienfaits et même, par exemple, contre des mauvaises actions, par exemple de la violence ou des mauvaises actions envers moi, je peux me défendre encore mieux avec l'amour. Moi, c'est ça ma philosophie. Et Mm. mon pourquoi, c'est l'amour. Donc, du coup, cet amour débordant qui peut des fois paraître comme les critiques que j'ai eues je vais être dans la naïveté ou je vais être trop généreuse ou autre. Je veux garder cet espoir et être persuadée que si je reste dans l'amour, je suis dans la réussite et c'est le meilleur chemin pour moi et l'impact et en fait c'est plus facile je pense avec une société de toucher le plus grand nombre donc de déployer cet amour vraiment sur terre en fait et pas simplement dans ma petite boîte bleue chez Ikea où je restais là-bas coincée pendant des heures et ok, je donnais de l'amour aux visiteurs de cette boîte bleue et ça se déployait peut-être chez eux. Hein. Parce qu'il y a des clients qui me Ouais. disaient, oui, il y a une âme maintenant dans la table que vous m'avez vendue. Parce que, tu vois, je sais que je déployais Ouais, déjà ouais. l'amour, en fait, Mm. chez Ikea et c'est quand même une grande enseigne. Donc, on fréquente beaucoup de personnes par jour. Mais moi, le fait que tout sorte de moi, tu vois, avec mon entreprise, pour moi, c'était Ouais. quelque chose de beaucoup plus impactant. Donc, ma mission, pour moi, je pense, c'est vraiment d'amener le réel amour inconditionnel dans la vie des gens et je pense que à travers l'aménagement intérieur, c'est vraiment parfait parce que comme j'ai pu le dire tout à l'heure, du coup je vais appuyer ce point-là maintenant, c'est que le vrai déclic que j'ai eu, c'était quand j'ai mené cette formation de spécialiste en aménagement intérieur et je vous ai dit, d'un coup j'ai vu que j'étais pas juste une simple vendeuse Oui. d'aménagement intérieur. Je fais partie d'un pilier de la vie des êtres humains qui est justement ben, son mode de vie et que depuis la nuit des temps, dans la formation, on étudie l'histoire de l'art et on voit que déjà à l'âge de pierre, bah il y avait dans les grottes, même si c'était nomade, ils avaient des peaux de bêtes pour se couvrir, ils taillaient de la pierre pour se faire des ustensiles et Mm. etc. Et tout ça, ben tous ces ustensiles qu'on analysait dans les images de l'histoire de l'art qui dataient de la nuit des temps, c'est des Mm. éléments qu'aujourd'hui on a développés et que là je vendais dans mon magasin depuis je voyais tout mon cursus chez Ikea. J'ai commencé par l'art de la table en plus qui pour moi est marquant dans l'histoire de l'âge de pierre. Il y a beaucoup d'éléments de l'art de la table. Et en fait, ça, c'était marquant. Après, j'ai fait le textile, tu vois, les peaux de bête pour se couvrir, les matelas. Après, j'étais spécialiste sommeil, tout ça. Donc, j'ai vu que, ah, mais en fait, je fais pas que vendre des choses. Je suis là pour la vie des gens, en fait. C'est quand tu prends Mm. conscience de ça que tu dis, OK, bah, tous les jours, OK, là, tu peux te focaliser que sur le fait, ouais, je suis une vendeuse. Mais non, je suis là, je change la vie des gens, j'amène du bien-être. Et si je le fais avec mon cœur chaque jour quand j'échange avec eux, quand ils viennent vers moi parce qu'ils ont des problématiques et je suis là pour les résoudre, bah c'est un bel impact que j'ai. Et c'est quand aussi j'ai compris la loi de l'attraction que ça m'a fait du sens aussi. Quand je comprenais que si on se réveille le matin et qu'on se colle le pied là tous les jours sur sa table basse qui est mal placée, eh ben ça a un impact dehors. Tu vois, tu vas être de mauvais poil, tu vas avoir Mm. mal, Oui. tu vas créer dans l'univers entier quelque chose de néfaste parce que chez toi c'est mal rangé en fait. Donc Mm. je me suis dit, mais l'impact que j'ai sur Terre, si j'arrive à améliorer la vie des gens chez eux, déjà, même à l'extérieur, ça va se déployer. Et forcément, déjà, mon unité, si elle arrive à grandir et à toucher le plus grand nombre, va, comme Ikea pour moi, a fait sur Terre. Pour moi, Ikea a changé quand même la vie de plein de gens aujourd'hui. Mm. Ouais. On en parle d'une manière positive, tout le monde était content que j'ai travaillé chez Ikea. Et moi-même, je respecte ça, je sais que ça fait partie de moi. Et voilà, c'est pour ça, en fait. C'est le pourquoi de Mm. l'amour inconditionnel que j'ai et de comment le déployer et de l'importance en fait de ce que je fais en fait c'est trop puissant. Mm. Mm. Exactement ce que j'allais dire. C'est très puissant ce que tu viens de dire. Et surtout, je trouve que ça illustre très bien, tu vois, le côté un peu intangible
que les entrepreneurs peuvent aborder je vais impacter le monde. On peut souvent se dire ouais, mais impacter le monde, Ouais, c'est un grand qu'est-ce que mot. toi tu vas faire pour impacter le monde? Ouais. Mais là, tu as bien décrit comment, de ton grand pouvoir, au final, ton grand pouvoir dans l'aménagement intérieur, la déco, etc., tu arrives à impacter la vie des gens et le monde. Et ça, c'est merci pour du coup de l'avoir expliqué comme ça, parce que je trouve que c'est ultra clair et je suis sûre que ça va parler aux auditeurs et que pour ceux pour qui c'était un peu flou, cette ambition d'impacter le monde, et ben ils comprendront, parce que c'est vrai que les auditeurs, c'est pas seulement des entrepreneurs, C'est vrai. c'est aussi voilà des personnes qui sont dans leur entreprise, etc., et qui sont peut-être aux côtés d'entrepreneurs. Et moi, j'aime bien l'idée de pouvoir toucher aussi l'entourage, parce qu'un entrepreneur sans un entourage fort, c'est un peu compliqué. Euh, et je pense que, comment tu l'expliquais, c'était juste parfait. Super. Alors, merci beaucoup. Merci. On arrive à la fin du podcast. Déjà, je voulais te demander si parmi voilà, la discussion qu'on a pu avoir, si peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu voulais dire, un message que tu voulais ajouter à tout ce qu'on a pu recevoir aujourd'hui. Je pense que ça me ferait plaisir d'être invitée une nouvelle fois peut-être pour aborder peut-être d'autres points, mais une vie, j'ai que 35 ans. Ce que j'ajouterais pour finir, c'est j'ai que 35 ans et du haut de mes jeunes 35 années, j'ai vécu déjà différentes vies. Je m'attendais pas de passer d'un pays à l'autre, j'avais pas idée et je suis là surtout pour impacter en fait les personnes qui m'écouteront du fait que tout est possible tant qu'on y croit. J'ai pas pu parler de tous les détails. Par exemple, l'immobilier, c'est quelque chose que je visualisais pas du tout en étant en Île-de-France. Et puis, arrivé ici, en m'éduquant un peu mieux financièrement, j'ai réussi à atteindre cet objectif. Et là, j'aurai bientôt les clés là en fin d'année. Donc, c'est quelque chose qui se concrétise. Excellent. Et, et ça m'a ouvert l'esprit aussi en lisant des livres, par exemple comme Père riche, Père pauvre. Je voulais parler de ce livre aussi, par exemple, parce que c'est de ce livre-là qu'est partie mon envie aussi de concrétiser peut-être l'entrepreneuriat et de pourquoi pas investir dans l'IMO avec ma société, tu vois, ce genre de choses. Donc non, c'est vraiment ne pas lâcher, mais il y a que nous qui pouvons changer les choses en fait. Donc il faut pas se désespérer, mais tout petit pas. C'est pour ça, moi, peut-être que là, quand ils vont entendre mon impact que j'ai voulu faire, c'est clair, et du coup, on se dit, ah ben, elle a un truc clair, c'est peut-être simple, mais c'est pas facile de se l'accorder. J'ai pris du temps à comprendre. C'est pas dès le début de chez Ikea que je l'ai vu, ça a pris 8 ans, en fait. Donc, c'est surtout que on a tous un potentiel à développer, on a tous du talent. Tout le monde a du talent dans son truc, en fait. Et moi, ce talent-là, je vous l'ai dit, je l'ai eu depuis petite et il s'est développé dans mes expériences professionnelles. Il faut croire en l'univers, donc aussi, je pense, m'a envoyé dans ces missions de travail pour exploiter clairement après en tant que chef d'entreprise ce domaine-là pour impacter le monde et impacter mes clients, mais aussi mes salariés, parce que j'aimerais vraiment que si j'ai des salariés un jour, ils aient un intérieur dans lequel ils se sentent bien. C'est vraiment quelque chose que je vais appuyer. Quand je veux investir dans l'immobilier pour mettre à louer, j'ai envie que mes locataires vivent bien. Donc vraiment, je le fais avec mon cœur. Et même s'il existe sur Terre des propriétaires qui veulent faire le strict minimum pour leurs locataires, je veux contrer tout ça aussi. C'est pour ça que je rentre avec mon entreprise vers les investisseurs IMO pour les éduquer à bien respecter leurs locataires, etc. Tu vois, l'impact, il va beaucoup plus loin. Il faut juste croire en son talent, le développer. Et c'est criminel de pas donner ça au monde, en fait. Ce que vous avez de plus grand, des fois, ça peut être juste avoir une oreille qui écoute les autres et ça guérit plein de maux. Donc, il faut analyser nos parcours. Quand vous êtes au plus bas de votre vie, vous avez l'impression que c'est le bout de votre vie, sachez que c'est le début de votre grande réussite. Moi, le burn-out, ça a été le cas. Et aujourd'hui, je souris à chaque petite défaite ou contrariété qui peut m'arriver. Des fois, j'accepte, je suis un être humain. Donc, on a des sentiments qui sont fluctuants. Mais j'ai ce sourire en coin qui me dit toujours, OK, aie confiance. De toute façon, tout ce que tu vis, c'est une expérience. Et puis kiffe l'expérience de la vie, quoi. C'est ça. Moi, je veux transmettre cet amour de la vie. On est là. Et en plus, aujourd'hui, on est le 1er novembre, donc on fête les saints, là. C'est la Toussaint. Oui. Et donc là, hier, Halloween, la fête des morts. Et je le vois avec le sourire de parler de ça aujourd'hui. En plus, on est le 1/11/2022. J'aime bien les chiffres et tout. Ouais, je pense que ça a du sens. Je suis pas fortement superstitieuse, mais
j'essaye de mettre du sens Ça doit avoir un à sens en tout. numérologie, Voilà, c'est sûr. voilà. Et c'est pour ça. Donc, j'aurais pu parler encore des heures de tout ce parcours, de plein d'éléments. Je pense que c'est sûr que j'ai oublié des choses que j'avais envie d'aborder. Et c'est pas grave parce que je crois au fait que ça devait se passer comme ça aujourd'hui. Et je pense que c'est déjà très bien. On a passé un bon moment, un long moment Exactement. ensemble. Et puis tu auras toute l'occasion de revenir et je t'accueillerai avec grand plaisir sur une autre thématique et Avec notamment celle de plaisir. l'éducation financière qui, Ah bah je super. pense, est très importante et concerne beaucoup, beaucoup de gens. Mm. Euh, j'ai deux questions que je pose à la fin des podcasts. Donc, il y en a une où tu as commencé à répondre du coup Je parle trop. sur les ressources. Sur les ressources qui t'ont aidé. Donc, tu as cité Père riche, Père pauvre. Mm. Donc, qui t'ont aidé sur la partie financière. Est-ce que tu veux citer une autre ressource qui peut être. C'est pas forcément un livre, hein, ça peut être un film, ça peut être. Je sais pas, une conférence que tu as écoutée, je sais pas. Ça peut être n'importe quoi. C'est Quelque chose encore qui un t'a autre livre. impacté. C'est encore un autre Vas-y. livre parce que je vous ai dit, c'est le développement personnel. C'est comme ça que je vais nommer ma période de mes 5 ans en Suisse. Et du coup, c'est Je pense trop. Donc, c'est un livre qui m'a appris à accepter qui Ah, j'étais parce que je pense trop. C'est qui s'appelle Je pense trop de Petit Colin. Et c'est un livre qui m'a fait accepter qui j'étais. Au début, très dur. Quand je le lisais, j'avais du mal à me le à m'identifier. Je voulais pas entendre que je faisais partie des gens pas normaux, tu vois. Et en fait, du coup, au final, le fait d'aller jusqu'au bout de ce livre, moi, à la base, j'aime pas lire. Hein. Je suis même pas du tout littéraire. Je suis plutôt une matheuse. d'accord. Et mais ce livre-là, je l'ai lu en entier. Ça m'a changé ma vision sur moi. Et ça a été le début de l'exploitation de qui j'étais et d'accepter et de m'aimer davantage. En fait, c'est dur de s'aimer. Donc, je pense trop m'a aidé à m'aimer et à comprendre qui j'étais et à moins souffrir, en fait. Voilà. Ok, Et du ok, coup, ça m'a super. fait aller plus loin. Je mettrai les deux livres du coup en lien dans l'épisode D'accord, pour que super. les gens puissent aller voir ces livres. Donc le deuxième, je le connais pas, donc moi aussi je vais aller le découvrir. Père riche, Père pauvre, je l'ai lu et Mm. ça m'a permis d'investir dans deux biens suite à la Tu vas? lecture de ce livre. Ah, Ouais. c'est trop bien. Donc Ok, bravo. Ouais, super. je conseille aux personnes effectivement de le lire. Et le deuxième, bah, je vais aller le découvrir avec plaisir. Je Ouais, verrai ça voilà. les découvrir. Donc, si tu as l'impression d'être une personne qui pense trop, en tout cas, Mm. ben, il peut te correspondre parce que ça explique pourquoi on pense trop, quoi. Donc, du coup, moi, ça m'a plu et j'ai réussi avec le temps à accepter que j'étais euh, suréfiante mentale, que je réfléchissais Ouais. pas comme tout le monde et ça, c'était Mm. pas facile au début d'accepter ça. Mais je pense que tu vas Ouais. vraiment l'aimer parce que si tu t'es reconnu dans plein de choses en moi, dans ce que je t'expliquais dans mon Exactement. parcours, je pense que tu dois faire partie de ce monde. Bah, je vais aller lire ça, je te dirai. Et du Ouais. coup, ma dernière question, c'est, je demande du coup à tous les invités qui ils aimeraient voir à leur place pour passer le relais en fait. C'est les invités qui passent le Ah, relais au prochain. Et du coup, waouh. si, est-ce qu'il y a un nom qui te vient, tu me dis ou Pour le sinon par pour si le ça te vient, parcours, hein. alors Non, non. pour en fait c'est des personnes qui ont fait un choix de cœur et Mm, qui aujourd'hui osent vivre la vie qu'ils veulent vivre et du coup c'est pas forcément entrepreneur parce que mm. du coup je vais avoir des invités là pour l'instant c'était que des entrepreneurs mais les invités qui arrivent j'ai des salariés, j'ai des gens qui sont pas forcément entrepreneurs mais qui à un moment ont fait un choix de cœur qui était pas forcément quelque chose d'évident mais qui eux lequel ils sont parfaitement alignés et qui développent aujourd'hui. Bah, j'ai envie de dire Paul Charleston parce que elle, Ah, tu de Baby connais. Remix. Ouais, mais Burmix c'est tout frais, Oui. mais son parcours à elle, il est fou et elle a fait partie de mon histoire. Hein. Quand je te disais la coloc, c'était elle et Ah, c'est OK, comme une je grande sœur savais pour moi. pas. Ouais, et D'accord, trop du bien. coup, ça a du sens pour moi de la nommer elle parce que elle est dans la musique, donc c'est aussi un parcours, c'est pas forcément entrepreneur, c'est pas ça dans le salariat, c'est encore une Ouais, autre aventure d'être, comment ça s'appelle ça, intermittent du spectacle. Donc je OK. pense que c'est puissant et elle a fait des belles études, etc. aussi à l'école, donc il y a du sens à donner son exemple et l'impact qu'elle a voulu mener. Moi, je l'ai connue, quand je l'ai connue, c'était ma prof de danse. Donc, j'ai fait 10 ans de hip-hop. Donc OK. voilà, elle a été présente à mes 14 ans jusqu'à aujourd'hui et elle a été là dans une période importante de mon développement et le fait de faire de la danse, de faire des Mmh. spectacles et tout ça, ça m'a mis
ça m'a aussi impacté dans ma vie. Donc, je pense à Paul Excellent. Charleston. Ouais. Excellent. Et en plus, c'est marrant que tu la cites, puisque j'ai écouté son live et je lui ai demandé C'est vrai? oui, C'est et trop que du fort. coup, on est déjà en contact. Ah, c'est On est en super. contact, enfin, vraiment le tout premier contact, parce que je me suis dit que en l'écoutant quelques minutes, j'ai pas pu écouter tout le live, mais en écoutant quelques minutes, je me suis dit effectivement que ce serait, sans connaître son parcours, que ce Mm. serait Il est quelqu'un de... puissant. Ouais. Ah bah super, bah voilà, tu vois, Mm. ça va se faire, ça va Ouais, se il faire. faut, il faut. Ouais. En plus, elle a une belle voix. Je trouve que c'est agréable de l'écouter et tout ça. Donc, Parfait. même pour les auditeurs, voilà, c'est le podcast Ouais. qui arrivera de Paul Charleston. Franchement, ça sera un truc super chouette. Mm. Super, bah on va préparer ça. Mais en tout cas, je te remercie pour tout ce que tu as Merci à pu toi. nous livrer, de ta générosité, de ton Merci. amour que tu as pu partager dans le podcast. Et puis, je te souhaite encore plein d'évolutions Merci. et de succès dans ce que tu entreprends aujourd'hui. Et je suis sûre que on va te revoir sur le podcast. En tout cas, moi, on est connectés, hein. On est avec la Ouais. Wave, en plus, on est Ouais, c'est connectés. vrai. Ouais. C'est clair. Donc moi, j'ai été franchement ravie de faire ce podcast. J'espère que ça impactera plusieurs personnes, mais même si c'en est qu'une, comme on disait, ça sera déjà C'est super. ça, exactement. Et c'était, enfin, je l'ai fait vraiment dans l'impro, hein. C'est comme ça que tu veux que ça se passe, donc on n'a rien préparé. Exactement. Oui. Je t'ai peut-être parlé de certaines choses hier que j'ai pas dit aujourd'hui, mais en Oui, fait, on ça s'est on fait comme retrouvera. ça. Ouais. Voilà, Ouais. et j'ai été contente et j'espère que voilà, c'est pour ceux qui veulent me retrouver sur les réseaux, par exemple Instagram, bah c'est mon unité, mon tiré du bas du 6, mon IT, pardon, voilà, j'ai OK. bugué, mon unité. Et puis sinon, bah voilà, j'espère que je vais pouvoir aussi partager ce podcast à travers mes réseaux pour poursuivre ce cheminement d'impacter en fait. C'est ça qui est bien. Mm. Carrément. Ouais, c'est le projet. Tu vas avoir Mm. tout le loisir de le partager. Bah, écoute, je te dis un grand merci et je te dis à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. J'imagine que tu as ressenti la sincérité et la générosité qui émanent de cette belle personne qu'est Anita. À travers son parcours, on comprend tout en pudeur que ce n'était pas facile. Comme chacun d'entre nous, la vie nous met face à des épreuves. Mais rappelons-nous que les épreuves auxquelles on doit faire face sont adaptées à la capacité que nous avons de pouvoir les gérer. Et mieux encore, elles nous permettent d'accéder au meilleur. Je retiens notamment cette phrase d'Anita. « J'ai aimé mon burn-out ». C'est très fort et tout aussi symbolique. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait, à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. À bientôt!